Bonjour à tous, on est absolument ravis de vous accueillir pour cette édition 2024 des tendances de la profession comptable, organisée par Dext. Alors si vous êtes un petit peu familier avec les événements organisés par Dext, vous savez que chaque fin d'année, c'est un petit peu le rendez-vous, ce moment où on décrypte les grandes tendances de la profession. Et c'est ce qu'on va faire ce soir dans un format un petit peu différent, avec des invités prestigieux, que je vais commencer par vous présenter tout de suite. On a l'honneur et le plaisir de recevoir Cécile de Saint-Michel, présidente du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Bonsoir Cécile. Bonsoir, merci de m'avoir invité pour ce bel événement. Florent Dujardin, qui est directeur de Dext France. Bonsoir Florent. Bonsoir et bonsoir à tous et merci d'être là. Boris Sauvage, vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables en charge des études numériques. Bonsoir Boris. Bonsoir, bonsoir à tous. Et Pascal Liénard, qui est directeur commercial et marketing de Fool. Bonsoir Pascal. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir, et même d'avoir pensé aux petites sucreries. Franchement, ça fait du bien en fin de journée, donc c'est parfait. C'est bien pour démarrer. Alors, avant de démarrer dans le cœur du sujet, quelques explications peut-être un peu logistiques sur la façon dont ça va se dérouler ce soir. On va aborder trois grands thèmes. Un premier thème qui aura trait à la facture électronique. Évidemment, il y a le report de calendrier qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps et on va s'interroger sur ce que ça change concrètement et ce que ça doit avoir comme conséquences concrètes dans vos cabinets pour l'année 2024. Donc ça, le premier thème. Le deuxième, on va parler évidemment d'intelligence artificielle et de data, puisque les deux sujets sont très liés. On aura l'occasion là aussi d'être le plus pratique possible. Et troisième thème, incontournable également, c'est l'aspect humain de tout ça, c'est-à-dire que la transformation des cabinets est technologique, mais elle est aussi et surtout humaine, et on aura l'occasion de s'interroger sur ces questions-là. À chaque fois, la logique sera la même. Donc on va ouvrir chaque thème avec des statistiques, des chiffres, vous verrez, qui peuvent soulever des questions. On vous posera aussi une question en live. Vous avez la possibilité de répondre en direct à la question qui vous sera soumise. Et en fin de chaque thématique, on regardera ensemble les résultats et on aura l'occasion d'en discuter. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions en direct. J'essaierai d'en prendre le plus possible au cours du déroulé de ce soir. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, on va commencer sans plus tarder avec la première thématique. 2024, une année charnière pour la facture électronique. Alors, ce premier sujet, évidemment, est marqué par le report de calendrier de la facture électronique qui est arrivé en cours d'année, au cours de l'été. On a eu cette annonce de l'administration fiscale. Il y a plusieurs motifs qui ont été annoncés par l'administration. Ce que je voulais déjà qu'on commente ensemble, c'était peut-être ces chiffres-là qui s'affichent à l'écran, où vous avez 42% des entrepreneurs, 42% des entrepreneurs qui ne sont pas du tout au courant de la réforme de la facture électronique, 85% des entrepreneurs qui ne se sentent pas du tout peu ou moyennement informés, et un entrepreneur sur trois qui ne sait pas s'il a besoin d'un accompagnement spécifique. Alors juste avant qu'on commente ça, je me rends compte que je n'ai pas lancé le premier sondage, donc j'ai commencé par ne pas faire ce que j'ai dit au début. Donc la première question qu'on va vous poser... Là, tu nous mets à l'aise. Voilà, donc moi je fais les premières erreurs, mais après vous êtes plus tranquille pour la suite. Tranquille. La première question qu'on va vous poser et qu'on commentera à la fin, c'est comment voyez-vous ce report de la réforme? Il y a plusieurs possibilités. Soit premièrement, j'avais déjà commencé à préparer mes clients, donc j'aurai plus de temps pour continuer. Deuxième réponse, je suis soulagé car je n'avais pas du tout commencé à me préparer, je vais pouvoir m'y mettre. Ou troisième réponse, super, je peux attendre encore avant de me préparer, c'est un problème pour plus tard. Vous avez ces trois possibilités, vous avez tout le temps de la première partie pour y répondre et on regardera les résultats à la fin. Je reviens sur les stats que j'ai évoqués, qui montrent qu'il y a un certain niveau peut-être de méconnaissance ou d'impréparation des entreprises. Dans le même temps, on a beaucoup parlé d'urgence en termes de facture électronique. Et Cécile, je voulais commencer par toi là-dessus. Quel est le point de vue de l'ordre? Est-ce que la profession a suffisamment informé? Est-ce qu'on est dans un degré d'urgence? Est-ce que ce report doit au contraire déstresser tout le monde? Est-ce qu'on doit plus poser de questions? Où est-ce qu'on en est? Alors ce report, la profession ne l'a pas voulu, ne l'a pas demandé. Donc il est arrivé fin juillet, voilà, l'annonce du gouvernement pour nous dire il y a un report. Alors en plus ça tombait très bien parce que notre congrès national portait sur la facture électronique, la data et l'intelligence artificielle. Donc bon, on s'est posé quand même pas mal de questions à ce moment-là, fin juillet. À l'ordre, on était un petit peu stressés en se disant mince, comment vont réagir les confrères par rapport à ça vis-à-vis du congrès? Bon, on a eu la très grande chance que les confrères ont continué à s'inscrire puisqu'on a eu plus de 7500 inscrits au congrès de l'ordre, donc du jamais vu. En plus, pour un congrès qui se tenait en région, ça n'a jamais existé comme ça, ce qui prouve bien que c'est un sujet primordial pour la profession. L'ordre a développé depuis quelques années des formations
pour sensibiliser les cabinets, pour accompagner les cabinets, pour former les cabinets sur la facture électronique. Ces formations vont continuer malgré le report, mais je veux dire, l'Ordre a vraiment pris le problème à bras-le-corps pour accompagner les cabinets, pour les former, pour qu'ils puissent après derrière accompagner leurs clients, pour former les clients. Donc la facture électronique, c'est un vrai sujet pour la profession, parce qu'on sait que la facture électronique va avoir des conséquences sur l'ADN des cabinets, puisque qui dit facture électronique dit automatisation de la partie saisie comptable, qui est quand même, dans expert comptable, il y a le mot comptable. Donc la comptabilité s'automatisant, il était normal que l'Ordre s'en saisisse. Et donc ça fait des années qu'il y a des formations. Donc je rassure tous les cabinets, on va continuer ces formations parce que on sait qu'il faut qu'on reste mobilisé pour la facture électronique. Alors certes, elle est reportée. Mais ce n'est pas en fait la facture électronique qui est reportée, c'est la mise en place de la plateforme fiscale qui est reportée. En fait, le PPF, puisque c'est le portail en fait, qui est reporté. C'est la partie fiscale de la facture électronique qui est reportée. La facture électronique va passer par des PDP. Ces PDP continuent leur développement et notamment l'Ordre a sa propre PDP et continue à développer la PDP puisque, enfin Boris pourra nous en parler tout à l'heure parce que c'est quand même lui le spécialiste du sujet, notre PDP est en cours d'accréditation. Donc, une fois que les PDP vont être accrédités, puisque ça doit se faire sur le premier semestre 2024, une fois que les PDP seront accrédités, on pourra avoir des échanges de factures électroniques entre les PDP. Donc là, on a déjà, nous, sur jefacture.com, on a des échanges de factures avec l'Ordre. Hein. Je ne sais plus combien on a d'échanges de factures. Bon, voilà, on a quand même un volume. Alors certes, ça n'a rien à voir avec le volume qu'on aura si toutes les entreprises sont à la facture électronique. Hein. Mais on a des échanges et ça fait quelques années qu'on a des échanges. Donc je veux dire, la facture électronique, certes, il y a eu un report. Nous, on ne l'a pas voulu. Bon, voilà, on a été très déçus au départ pour diverses raisons, notamment le Congrès et puis notre PDP, hein, parce qu'elle va être en état de fonctionnement. Mais effectivement, les chiffres, je les ai entendus. Effectivement, peut-être qu'il vaut mieux qu'elle soit décalée parce que peut-être que les entreprises n'étaient pas complètement prêtes. On a encore du travail à faire, les cabinets d'expertise comptable, pour accompagner nos clients. Mais après, la facture électronique, moi, je pense que ça va se mettre en place dans les entreprises, chez nos clients, dans les TPE, par l'expert comptable. En fait, c'est nous qui allons mettre en place. Certes, le client, il dit « je ne suis pas au courant, je ne suis pas équipé », mais ça va être nous qui allons le faire, en fait. C'était ça, en fait, tout reposer sur l'expert comptable. Le client, on va lui dire qu'il faut adhérer à une PDP, il va nous dire « faites-le ». Comme quand on a eu la télédéclaration et les télépaiements pour les déclarations fiscales. Le client, il ne sait même pas qu'on fait de la télédéclaration et du télépaiement. Pourtant, ça vient se prélever sur son compte en banque. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a un montant à payer. On lui dit, il y a tant à payer, vous avez les sous sur le compte. Oui, après le reste, ça ne le préoccupe pas. Donc, on fait ça. Donc, ce qui va se passer avec les clients sur la facture électronique, sur nos clients de cabinet, c'est nous qui allons tout gérer. Donc, le fait qu'il y ait une majorité d'entreprises qui, aujourd'hui, ne savent pas trop de quoi ça parle, je dirais, c'est peut-être un petit peu normal. Parce que ça a été reporté. Si le travail est bien fait, il n'y a même pas besoin qu'il soit au courant de cette complexité. C'est un peu ce que je voulais dire. Voilà. Toute la complexité, c'est nous qui allons l'absorber, c'est nous, les cabinets, qui allons le gérer. Les adhésions sur les PDP, on va peut-être même arriver à faire les factures pour les clients. De toute façon, c'est ce qui va se passer. On a déjà des cabinets qui font un petit peu ça aujourd'hui. Donc, ces chiffres-là, alors je sais, le gouvernement a dit les entreprises ne sont pas prêtes, on va décaler. Je ne suis pas persuadée que ce soit la vraie raison, mais parce que c'est nous, les experts comptables, qui devons en priorité être prêts. Et on est prêts. On s'est formé et on va continuer puisque là, sur 2024, l'Ordre a reconduit exactement le même montant, je veux dire le même budget pour les formations vis-à-vis des cabinets d'expertise comptable pour 2024. On va continuer comme ça et il faut que les cabinets se forment et se saisissent de la facture électronique le plus vite possible. Oui, je suis totalement d'accord sur. C'est pas si choquant que ça que les entrepreneurs, les entreprises ne soient pas au courant. L'important pour les experts comptables, c'est qu'ils soient le premier point d'entrée si jamais il y a une question de l'entrepreneur. Donc il faut quand même que les experts comptables ils communiquent pour dire ne vous inquiétez pas, si vous avez une question sur la facture électronique, je suis là. Donc il faut vraiment, parce que si jamais il n'y a pas ça, le client il va avoir de la publicité, il va avoir des informations qui viennent de n'importe où, il va aller s'informer n'importe où parce qu'il ne saura pas qu'est-ce qui est important ou pas. Et là, l'expert comptable risque de perdre le contrôle. Et c'est un problème parce que quand il va pousser les logiciels,
le client, il faut qu'il suive ce que lui conseille l'expert comptable. Donc l'important dans la préparation, c'est aussi de rassurer le client. Si vous avez une question, c'est moi l'expert, posez-moi la question. Donc là, déjà, on a une première étape très concrète. En 2024, parler aux clients et pour les rassurer, tout simplement. Et rassurer que faut poser la question à l'expert comptable si on a des questions sur la facture électronique. De toute façon, Florent, il nous pose des questions. Déjà, parce que, en fait, moi, on est le conseiller privilégié de nos clients. Dès qu'ils ont quelque chose comme ça, la première chose qu'ils disent, c'est « je vais voir avec mon expert comptable Ouais. ». Donc voilà, donc, il va y avoir de plus en plus d'informations sur la facture électronique. Et je pense aussi qu'il ne faut pas attendre que le client nous pose la question. Il faut être moteur pour le client, pour lui expliquer les avantages de la facture électronique, l'avantage pour son entreprise, l'avantage pour lui. Parce qu'il faut que les experts comptables arrivent à démontrer ça aux clients. Parce qu'il y a des vrais avantages pour les clients à passer à la facture électronique le plus rapidement possible. On constate que dans les pays où la facture électronique a été mise en place, on a des réductions de délais de règlement. La trésorerie des entreprises, dans la TPE, la trésorerie, c'est là où ça pêche le plus. Si on arrive avec la facture électronique à réduire les délais de règlement, c'est un avantage incroyable pour le client. Si on lui explique ça, je ne vois pas comment il peut refuser de passer à la facture électronique, sachant que toute la partie technique, ce n'est pas lui qui va s'en occuper, c'est le cabinet d'expertise comptable qui va s'en occuper. Donc voilà, donc ils ont tout intérêt à passer à la facture électronique et nous, cabinet, on a tout intérêt effectivement déjà à les passer le plus vite possible à la facture électronique pour contrôler exactement sur quel PDP ils vont aller et de préférence les mettre sur la PDP de l'ordre parce que comme ça au moins voilà, on aura le contrôle de notre client et puis aussi parce que c'est important pour eux et pour les cabinets. Les cabinets ont tout intérêt à faire ça. Donc déjà, leur parler, leur apporter ce conseil-là. Ce qui m'amène à la question d'après pour toi, Boris. Mais concrètement, en 2024, qu'est-ce que je fais? Parce que là, on parle de facture électronique. On a dit qu'il y a des solutions qui sont en place. Mais l'obligation, elle va arriver en 2026 ou 2027. Oui, mais Donc en 2024, voilà, qu'est-ce que je lance concrètement dans mon cabinet? l'obligation en 2026-2027, c'est, je te disais, c'est le PPF. Toute la partie, finalement, facture électronique, aujourd'hui, elle peut être mise en place dès aujourd'hui chez les clients. Ça concerne quoi? Ça concerne les factures de vente. Donc il faut que les clients soient équipés de factures de vente. Donc la première étape, c'est d'identifier les clients qui n'ont pas de logiciel de facturation et de leur proposer un logiciel de facturation, de les accompagner ou de leur proposer même une mission de facturation. Moi, j'ai un client qui ne veut pas du tout faire ses factures de vente. Il me prend en photo son Exaconta et on fait sa facture de vente. Voilà, c'est par exemple des nouvelles missions, mais en tout cas, c'est d'expliquer au client qu'il faut absolument avoir un logiciel de facturation. Donc ça, c'est la première étape, c'est s'occuper des factures de vente. Une fois que l'entreprise... Presque 30 à 40% des clients Oui. des clients. Mais Oui, oui. j'avais 30% Ah ouais, des entreprises voilà. quoi, qui n'ont pas de logiciel de facturation. Au moins. Au moins. Ouais, au moins. Au moins. C'est Et- énorme. Hein. Et une fois Boulot, que énorme. le logiciel sera utilisé, derrière, je disais, Cécile, la mécanique de dire ça va s'envoyer, mais c'est automatique en fait, on ne se pose pas la question comment le TVA est envoyé, ce sera pareil pour la facture. Après, il y a un deuxième point, c'est les achats. Donc là, ça fait un canal de plus de réception au niveau des achats. La difficulté, c'est qu'on s'était dit finalement avec la facture électronique, on va arrêter de courir après les factures et puis on va les avoir maintenant. Ce n'était pas totalement vrai parce qu'il y avait quand même une obligation qui a été étalée, donc on avait quand même encore quelques années. Et puis, il faut faire confiance aux gens pour perdre des factures, même quand elles seront électroniques. On courra toujours, mais peut-être moins avec d'autres factures. La complexité qui arrive en fait, et elle arrive très vite, c'est l'obligation de mettre à jour les statuts de facture. Mettre à jour le statut de facture, et vous avez, une fois qu'il s'est passé un événement sur la facture, 10 jours pour le dire à l'administration fiscale. Donc soit l'entreprise sera capable de le faire, soit elle ne sera pas capable de le faire. Donc la deuxième étape, c'est aussi d'identifier chez ses clients quelle entreprise sera capable d'être sur ce point-là et quelle entreprise ne le sera pas. Parce que si le cabinet doit le faire, quand il se passe quelque chose sur une facture, j'ai 10 jours pour le dire. Ça veut dire que tous les jours, je dois vérifier les paiements de mes factures et trouver des solutions par rapport à ça. Et ça, c'est un vrai bouleversement dans l'organisation du cabinet et puis aussi dans l'organisation de l'entreprise. Moi, j'ai des clients, ils sont dans le bâtiment, c'est des TPE. Il est parti sur son chantier et puis il fait son administratif le dimanche, en fait. Donc, il ne peut pas remplir ses obligations. Donc, qu'est-ce que je lui propose ou comment je l'accompagne? Voilà, donc il y a vraiment à réfléchir sur cette partie-là. Et ça, 2027, ça va arriver vite quand même, parce que c'est un sacré changement en fait. On va devoir s'occuper de la compta tous les jours, de tous les clients, enfin tous les clients qui ne le feront pas. Donc, Mise à jour des statuts, juste pour réinsister là-dessus, pour ceux qui ne l'auraient pas bien en tête, c'est ça, quand on parle de facture électronique, on ne parle pas juste de transmettre des pièces ou Non. des infos, il va falloir aussi suivre la facture une fois qu'elle est envoyée, dire si elle est encaissée, pas encaissée, c'est refuser, ça. rejeter. Le client doit l'accepter,
Donc il doit l'accepter. Une fois qu'il l'a accepté, bon, bah, il la paye. Et quand il la paye, il a 10 jours pour le dire à l'administration. Et donc il faut organiser comment ça va se passer dans l'entreprise et comment éventuellement le cabinet peut apporter des solutions par rapport à ça. Et quelles sont derrière, quelle est l'organisation du cabinet, quels sont les moyens humains qu'on va mettre derrière. L'avantage aussi par rapport à ça, c'est qu'on va apporter des nouveaux services aux entreprises avec finalement des personnes qui ne sont pas sur les compétences qui sont rares aujourd'hui pour nous. Donc il y a vraiment toute cette partie de réflexion sur les ventes, équiper les clients, et puis les achats, l'organisation du cabinet et des clients. Et ça peut être fait dès 2024. Donc on est en train de travailler au niveau de l'ordre sur des modules de formation, justement pour aller sur cette partie-là. Et une fois qu'on a fait ça, l'entreprise, elle a des gains sur son organisation, ça va être plus fluide en fait pour elle. Alors, pas au début, mais comme à chaque changement, au début, c'est jamais plus fluide, mais ça va être plus fluide dans son organisation administrative. Et puis, au niveau du cabinet, on va vraiment avoir les gains de productivité qu'on attend et sortir de cette obligation de TVA qui nous contraint tous les mois, quoi, en fait. Donc là, j'ai mon petit cabinet d'expertise comptable. Concrètement, je prends mon portefeuille et je regarde qui a un logiciel de facturation, qui n'en a pas, C'est déjà, étape numéro 1. Ouais. Et après, je réfléchis au statut. Est-ce que mon comment client on va va pouvoir le gérer gérer ou est-ce que je vais devoir le gérer C'est ça. moi et comment je fais? Ouais. Après, les statuts, on a le temps. Hein. Oui. La question du logiciel de facturation est sûrement plus, C'est la première. plus importante parce qu'il y aura plus de changements à faire que la question des statuts, qui est, je suis d'accord, un des grands sujets de la facture Oui. électronique. Ouais, donc vas-y, sur les statuts, c'est peut-être ta vision sur le... Ouais, non, sur les statuts. Pourquoi je pense que c'est une des grandes choses importantes de la facture électronique? C'est parce que tout le reste, finalement, automatisé, ne plus avoir de papier, ne plus avoir de saisie, enfin, on peut le faire aujourd'hui avec des bons logiciels. Donc, c'est pas ça qui va vraiment changer les choses. Mais la question des statuts, c'est une super opportunité pour tous les fournisseurs. On prend l'exemple de quand on envoie un WhatsApp à quelqu'un, on sait si son message il a été envoyé, on sait si son message il a été reçu, on sait si son message a été lu. Quand on envoie une facture, même une facture digitale par mail, on ne sait même pas si on ne s'est pas trompé d'adresse. On ne sait pas si la personne a reçu, s'il a accepté, s'il a payé. Donc du côté du fournisseur, la facture électronique et ses statuts, c'est génial. Plein de choses qu'on va pouvoir... Et même, on se fera payer plus vite, le fournisseur. Bah oui, forcément. Mais côté client, va y avoir, donc encore une fois, si on reprend l'exemple de base, la facture SFR qui arrive, la facture Orange, il va falloir dire oui, je l'accepte. Les conversations qu'on a aujourd'hui, le ticket de 5 € de parking, est-ce que tu l'as bien envoyé, je ne l'ai pas reçu, donc qui ne sont pas d'un grand intérêt. Si on est mal organisé demain, on risque d'avoir les mêmes. Est-ce que ta facture Orange du mois dernier, tu l'acceptes ou pas? Donc il y a quand même des organisations à faire et des logiciels à utiliser qui vont automatiser cette gestion des statuts. Donc il y a un vrai sujet sur la gestion des statuts en particulier. D'accord. Et je complète peut-être sur le côté facture électronique. On a utilisé les mots PDP sûrement comme raccourci parce que avec Pascal, par exemple, on fait le choix. Dex, on fait le choix de ne pas être PDP, d'être OD connecté au PPF parce qu'on est arrivé à la conclusion qu'on pouvait faire tous les services de la même façon en OD qu'en PDP. On est aussi connecté à GeFacture si les gens veulent utiliser la plateforme de l'ordre, mais en gros, c'est le logiciel, quoi. Non, mais justement, quand tu dis plateforme de l'ordre, il y a une question là d'Odile qui dit quelle est la PDP de l'ordre? Est-ce qu'en 30 secondes, on peut juste expliquer, peut-être Boris La PDP de l'ordre, c'est GeFacture. L'objectif, c'est d'être un point central où on va recenser toutes les factures de vente, toutes les factures d'achat, et puis pouvoir mettre à jour les statuts, et notamment gérer des solutions de paiement en ligne, en fait, pour toutes les factures, pour faciliter la vie de l'entreprise. C'est-à-dire que je choisis toutes mes factures, celles-ci, je dois les payer, je les sélectionne, je clique sur payer, j'ai un système de reconnaissance faciale et qui me dit, OK, j'envoie les paiements. Donc ça, c'est la plateforme de l'ordre, c'est GeFacture, en fait. Okay. Ce qui fonctionne déjà aujourd'hui, sur lequel on a eu 600 000 factures sur 2023. OK, merci. Pascal, peut-être ta vision d'éditeur sur ce sujet de la facture électronique? Ben, en fait, je t'avais parlé des exemples en fait, étrangers hein, qu'on a étudiés avant de se lancer donc, dans cette aventure-là. Bon, c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé en Italie, où en 18 mois, en fait, hein, ils ont réussi à mener à bien cette réforme, une réforme peut-être moins ambitieuse que la réforme française, parce que nous, on veut toujours faire le top du top, le schéma en Y qui en fait un H, enfin un truc hyper compliqué. Bon voilà, eux sont partis sur des choses très basiques, très simples, ils sont allés relativement vite, et ça a eu effectivement un impact, enfin ils sont passés à autre chose, quoi. Après ils ont pu construire. Et moi, c'est très clair, je suis en rogne, je l'ai dit à Julien, je suis carrément en rogne, que ça a été décalé une deuxième fois. Alors, c'est un peu stérile de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on aurait pu accélérer, surtout sur les deux thèmes qu'on verra après, sur la data et puis sur la transformation même des métiers au sein des cabinets qui se retrouvent freinés à cause de ça. Alors maintenant, tout ce qui a été dit est très juste, hein, il y avait quand même aussi beaucoup de travail à faire.
Donc la fonction facturation, ça, il faut absolument y aller. Soit on met un logiciel, soit on externalise. Et ça, c'est pareil aux États-Unis. Depuis, les experts comptables américains, il y a une dizaine d'années, se sont réunis parce qu'ils voyaient en fait les honoraires qui commençaient à baisser. Il y avait une compétition de plus en plus grande, il y avait de la robotisation et les honoraires commençaient à baisser. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, ils sont très pragmatiques. Qu'est-ce qu'on fait pour lancer le business? Et ce qu'ils se sont dit en fait, c'est que nos clients, en fait, leur rêve, c'est de se concentrer sur leur métier. Je fais mon job. Le gars, l'artisan, il est sur ses chantiers. Je fais mon job. Et en fait, ils se sont dit, si on usait tout le reste. Et donc c'est l'externalisation complète, ils appellent ça le CAS chez eux. C'est quelque chose, je crois que ça va s'appeler full service, c'est le terme qui va revenir. Qui va revenir. Nous, on appelle ça le full service. C'est un autre terme en anglais, mais c'est un peu ce principe-là. Et ça, cette mission-là, aujourd'hui, ça devient la mission en fait, de plus en plus importante. Taux de croissance le plus important sur tout le monde. Les cabinets les plus rentables sont ceux qui ont développé ça aujourd'hui aux États-Unis. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser très fortement. Tu as un exemple de l'Australie comme ça aussi. L'Australie, on reporte. Il y a des cabinets qui ont dit, moi je continue. Peu importe le report, moi je continue sur la facture électronique. Il y a des cabinets comptables qui ont dit, on reste sur les missions traditionnelles, on a le temps, c'est reporté. On constate aujourd'hui que les cabinets qui sont restés en attente ont perdu à peu près entre 30 et 40% de leurs revenus. Et les cabinets qui ont dit, nous, on veut être pro-acteurs, de toute façon, c'est l'avenir, il faut qu'on y aille, et qui sont saisis de ça, de la facture électronique, sans attendre l'obligation, ils y sont allés de façon volontaire, eux, par contre, ils ont développé leur business, un peu comme aux États-Unis, ils ont développé encore leur business parce qu'ils ont repensé la stratégie de leur cabinet, ils ont développé des nouvelles missions, mais des fois des nouvelles missions toutes basiques, le fait de faire les factures pour les clients. On a tous des artisans, moi, dans mes clients, j'ai des artisans. Dans le bâtiment, les gars, ils passent la semaine sur les chantiers. Ils font leurs factures le soir quand ils rentrent à partir de 21h ou le week-end. Ils ont un peu autre chose à faire à ces moments-là. Enfin, moi, le soir à 21h, je préfère faire autre chose que de faire mes factures. Et je peux comprendre que mes clients, c'est la même chose. Si on arrive à leur offrir ce service-là, tant mieux. Alors, il faut leur offrir ce service-là, bien sûr, à un tarif qui soit acceptable pour eux. Mais il y a la possibilité. Et là, pour le coup, faire les factures pour les clients, pour faire le recouvrement de leurs clients. Le recouvrement. Il y a une vraie valeur ajoutée pour le client dans nos travaux. Parce qu'aujourd'hui, les cabinets d'expertise comptable, c'est bien de faire les déclarations de TVA. Pendant ce temps-là, ils n'ont pas de mise en recouvrement de l'administration fiscale. Mais ça ne leur apporte rien. Ça ne leur apporte rien en termes de service. Aujourd'hui, on travaille pour l'administration fiscale et on se fait payer par les clients. Si demain, on arrive à leur offrir les services dont ils ont réellement besoin, tant mieux. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à se sortir des tâches que l'on fait aujourd'hui et qui n'ont pas de valeur ajoutée ou qui sont, des tâches basiques, répétitives, telles que la saisie comptable. Et donc, on a besoin de se sortir de ces tâches-là, de les rendre automatiques pour pouvoir offrir d'autres services à nos clients, tout en faisant attention que l'administration ne vienne pas nous cannibaliser tout ce temps-là qu'on arrivera à dégager. C'est sûr, là qu'en Italie, les déclarations de TVA qui arrivent pré-remplies, qui commencent à arriver pré-remplies, ça quand même, c'est quand le modèle économique du cabinet, c'est de vendre du déclaratif, là, il y a une remise en cause qui est très profonde. Et en fait, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, alors moi, j'ai une vue peut-être un peu moins angélique de ce qui se passe aujourd'hui, mais j'ai quand même l'impression que ce deuxième report, parce que c'est un deuxième report, 1 an et demi une première fois, 1 an et demi une deuxième fois, et aujourd'hui, ça donne un peu un coup d'arrêt. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète, ce que je pense, c'est qu'il y a 2 types de cabinets aujourd'hui. Il y a ceux qui continuent, et donc c'est le discours que vous avez, c'est ce discours que doit avoir l'ordre, évidemment. On fonce, on y va, on avance, on dématérialise, alors pas forcément une PDP, mais on dématérialise des flux, en amont et en aval, c'est ça qui est vraiment le plus important. Mais on avance, et puis il y a ceux qui disent « oh, c'est fini, c'est bon, 1 an et demi, de toute façon, je n'ai jamais réussi à convaincre mes clients », et ils arrêtent. Alors ceux-là, quand il va falloir redémarrer, ça va être une autre paire de manches. Ça va être beaucoup plus compliqué. C'est là où on va avoir une fracture. Et moi, je refuse qu'il y ait une fracture dans la profession pour ça. C'est pour ça qu'avec l'ordre, on est plutôt moteur. Parce qu'en plus, je suis persuadée que c'est l'avenir pour les cabinets. Il faut impérativement qu'on se saisisse le plus vite possible de la facture électronique. Alors, j'ai certains confrères qui ont l'impression que j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais je suis intimement persuadée qu'il faut qu'on avance là-dessus. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix pour les cabinets parce que ça va nous permettre de repenser la stratégie de nos cabinets, ça va permettre d'offrir de nouveaux services ou des services que nos clients ont besoin. C'est ça l'important, c'est de répondre aux besoins de nos clients. Et quand on répond aux besoins du client, il est toujours un petit peu plus à même de payer plutôt que quand on ne répond pas à son besoin.
et qu'on est là que pour les obligations déclaratives. Parce que bon, la facture électronique, il ne faut pas se leurrer, hein, la principale motivation, c'est quand même la lutte contre la fraude à la TVA. L'administration fiscale, c'est ça, le but. Donc, on a une obligation là qui vient par l'administration fiscale pour lutter contre la fraude. Il faut que, donc, avec une ambition du gouvernement français sur la facture électronique, effectivement, énorme par rapport à ce qu'ont fait les autres pays, parce qu'on est le seul pays à développer un truc aussi complexe pour la facture électronique, ceci expliquant peut-être les reports, mais il faut donc, du coup, nous, qu'on se saisisse des opportunités que peut apporter la facture électronique pour accompagner nos clients encore mieux, pour amener des améliorations dans la gestion des entreprises, de nos clients, parce que c'est ça la facture électronique. Donc voilà, donc ils vont avoir l'obligation d'avoir un logiciel de facturation, mais tant mieux. Et on devrait déjà tous les passer sur un logiciel de facturation, ça nous éviterait de temps en temps des petits soucis de conformité des factures, sur la séquentialité, les mentions, etc. Parce que quand on a des numéros de facture 1 bis, 1 ter, moyen pour l'administration fiscale. Donc voilà, déjà, on devrait tous les emmener sur des logiciels de facturation. Ça simplifierait beaucoup de choses, et aussi pour les cabinets et pour les clients, ça limiterait les risques. Donc c'est pour ça, et la facture électronique, ça va pouvoir nous amener tout ça, toute cette sécurité, et en même temps, une sécurité aussi, parce qu'il y aura moins d'intervention humaine sur la partie saisie comptable. Après, je vous donne les chiffres du sondage. Vu qu'on parle aussi tendance 2024, qu'est-ce qui peut se passer en 2024 au sujet de la facture électronique? Tous les différents éditeurs ont fait partie du Forum national de la facture électronique, en gros tout le monde. Et entre éditeurs, on aurait tous évidemment préféré que ça aille plus vite. Et donc, on a des projets pour avancer plus vite que l'État. Et donc faire en sorte qu'il y ait des connexions qui se passent entre différents éditeurs pour qu'on fasse de la facture électronique entre nous. Donc c'est ce qui se passe en Australie parce qu'il n'y a pas d'obligation là-bas. C'est ce qui se passe dans la plupart des pays nordiques. Ce n'est pas ce qui se passe en Italie ni au Mexique, mais il y a une vision de la facture électronique qui peut avancer par les entreprises et les éditeurs sans forcément attendre l'État. Donc pourquoi les cabinets ont intérêt à continuer à s'informer et tout ça? C'est parce que c'est possible, si on s'entend entre éditeurs, qu'on arrive à travailler avec le réseau PayPal, ça s'appelle, ou des équivalents, à s'envoyer des factures électroniques, et ben, il faudra comprendre ces choses-là. Il faudra pouvoir l'expliquer aux clients. Donc il ne faut pas attendre 2026-2027, c'est aussi 2024. Alors justement, je vous donne un peu la photo là, suite au sondage de ce qui a été fait. Où est-ce qu'en est la profession? Comment les experts comptables qui nous écoutent se positionnent? Donc, comment voyez-vous le report de la réforme? La réponse, super, je peux encore attendre avant de me préparer, c'est un problème pour plus tard. Donc ça, c'est 7% des réponses. Voilà. C'est plutôt encourageant. Voilà. On a eu 7%. On a les meilleurs. Après, on a « je suis soulagé car je n'avais pas encore commencé à me préparer, je vais pouvoir m'y mettre ». Donc ça, c'est 38% des répondants. Et 55% qui disent « j'avais déjà commencé à me préparer, mais j'aurai plus de temps pour continuer ». Donc ce qui est plutôt... Et il faut accompagner les entreprises. Donc, à un moment donné, quand mettre un logiciel de facturation, par exemple, chez des clients, si jamais j'ai 100 clients, ils ne sont pas tous dessus, donc il faut que j'en passe 30, et c'est du temps à chaque fois. Et si je passe 2 heures avec un client, ça fait, à chaque fois c'est du temps, donc c'est bien d'avoir un peu plus de temps. Voilà pour cette première partie. On est contraint par le temps, donc je suis obligé d'avancer. On pourrait faire un webinaire entier sur chaque sujet, je pense. Je réponds juste en 30 secondes à une question de Nadia qui dit « Est-ce que Je Facture est prêt ?» Donc tu as répondu, Boris, ça dès aujourd'hui. Alors aujourd'hui, elle fonctionne. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est matriculée? Non, mais il n'y a pas encore d'immatriculation. Mais le système fonctionne et l'immatriculation est en cours. Il y avait déjà, tu disais, 600 000 factures qui... 600 000 factures qui ont transité sur 2023. Il y a des gens qui utilisent Je Facture aujourd'hui. Oui, des cabinets avec des entreprises et et des cabinets qui ont mis quelques entreprises. Il n'y a pas de masse très importante, mais pour pouvoir tester, pour confirmer que ça fonctionne. Ok, très bien. La partie dématérialisation, en fait. Oui. Pas sur la partie envoi de facture à l'autre. Voilà. C'est ça. C'est vraiment n'existe pas. ça manque. Mais ça, c'est pas encore, puisqu'on attend les... On n'a pas le lien, on n'a pas la mer, on n'a pas... Donc le message de ce premier thème, c'est de dire 2024, il y a des choses à faire, quand bien même il y a eu un report de facturation, sur la partie dématérialisation, en fait, dématérialiser les logiciels de vente et commencer à parler à ses clients et suivre le sujet pour être prêt pour l'avenir. Est-ce que je résume à peu près ce que vous avez dit? On est bon. Très bien. Okay. C'est un sujet 2024. Je vous propose de passer au deuxième thème de cette soirée, donc qui est la montée en puissance de l'intelligence artificielle.
Alors sur ce deuxième sujet, évidemment, l'intelligence artificielle, c'est devenu une sorte de vague qui a déferlé un peu sur le monde entier depuis à peu près un an. Donc on ne pouvait pas faire l'impasse sur ce thème. Je vous propose d'abord de répondre au premier sondage, au sondage de ce deuxième thème. Comment voyez-vous la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans la profession? Est-ce que c'est d'un bon œil? Bien utilisé, je vais pouvoir en tirer profit. Est-ce que vous n'avez pas d'avis parce que le sujet, vous considérez que ça ne vous concerne pas directement? Ou alors, est-ce que vous pensez que c'est d'abord une menace pour notre profession? Donc, c'est plusieurs points de vue qui illustrent effectivement ce qui peut se dire sur le sujet de l'intelligence artificielle. Et je vous propose aussi de voir tout de suite à l'écran plusieurs citations qui illustrent plusieurs points de vue sur ce sujet qui fait beaucoup parler. La première citation, c'est une citation de Stéphane Mallard, qui est assez connu dans la profession, qui est conférencier sur ce sujet de l'intelligence artificielle, et qui dit, entre autres, là on vous l'a raccourci, mais lui, sa position est de dire que l'intelligence artificielle va remplacer progressivement l'ensemble des métiers, et notamment les métiers intellectuels qu'on connaît. Une deuxième citation qui est de Luc Julia qui est co-créateur de Siri, l'assistant Apple, qui lui m'a dit quelque chose qui est significativement différent, puisqu'il explique qu'il n'y aura pas de remplacement de métier, mais uniquement des remplacements de tâches à l'intérieur des métiers. Donc c'est une deuxième position. Et je voulais aussi vous soumettre des chiffres. C'est des stats, mais qui disent que 27% des emplois correspondent à des professions fortement exposées au risque d'automatisation, un chiffre global. Et dans le secteur financier, manufacturier, il y a des stats comme des chiffres qui disent que 63% des employés de ces secteurs se déclarent plus épanouis grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc ce qui montre qu'il y a des choses très différentes sur ce sujet, de la crainte, de l'espoir, du contentement. Et voilà, j'aurais voulu avoir votre avis sur ce sujet. Avant de vous lancer, on montre d'autres choses à l'écran pour dire de quoi on parle quand on parle d'IA, avant qu'on se lance dans le sujet. Parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec ce sujet. Vous montrer des exemples de solutions qui existent. On vous en a fait une petite sélection, des outils comme Gamma, qui permet de faire des présentations PowerPoint, ChatGPT, évidemment, dont on parle depuis un an, une intelligence artificielle générative, un outil qui s'appelle Picalab, qui vous permet de faire des vidéos maintenant, ça a quelques semaines, à partir de requêtes en langage naturel. Mais aussi deux autres solutions, Notion AI et Copilot, qui sont des solutions d'éditeurs plus classiques, entre guillemets, mais qui montrent que l'IA, ce n'est pas seulement des solutions séparées, mais que ça infuse aussi dans des produits qui existent déjà. Donc voilà, après, si vous voulez creuser, je vous laisse bien sûr creuser sur ce sujet. Mais donc, effectivement, l'IA, on peut se demander il faut en avoir peur ou pas. Et là-dessus, on peut peut-être commencer par toi, Pascal. Est-ce que tu peux nous donner ta vision sur ce sujet? Comment tu te positionnes? Il y a une déco très pop art dans l'appartement. Il y a plein de BD qui sont là. Et moi, je suis un fan de comics directement. Et quand on parle d'IA, moi, je pense qu'il y a les deux. On voudrait nous faire choisir en fait entre l'IA de remplacement en fait et l'IA d'augmentation en fait. Très clairement, il y a Jarvis d'un côté, l'IA d'Iron Man, qui lui permet d'avoir des pouvoirs de super-héros pratiquement, de mieux appréhender le monde extérieur, d'aller plus vite, de raisonner en ayant à disposition énormément d'informations très rapidement. Bon, ça, c'est l'humain augmenté directement. Et puis, il y a Ultron à côté. Donc, dans les Disney, ils se sont trompés, c'est le même créateur, mais en fait, c'est un autre. Mais Ultron, c'est celui qui on doit remplacer l'humain et qui finit par vouloir le supprimer, puisqu'à force de le remplacer, il n'a plus besoin. En gros, c'est à peu près ça. Bon, voilà, c'est à peu près aussi manichéen que ça, c'est pas ce qui va se passer. Pour moi, on va avoir les deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement, et fort heureusement, il y a un côté très lumineux à l'intelligence artificielle et surtout l'intégration dans les produits. Là, on a un boulot à faire, nous, en tant qu'éditeurs, aujourd'hui, pour intégrer ces technologies, pour justement permettre aux collaborateurs de donner du sens à leur travail. Parce qu'on en a parlé bien, aujourd'hui, on parlera tout à l'heure des RH et des problèmes de recrutement, mais non seulement il faut être encore plus productif qu'avant, mais en même temps, il faut donner du sens à son boulot. Donc là, je pense qu'on peut vraiment avancer là-dessus, donc avec les IA génératives. Et puis, d'un autre côté, il y a énormément de tâches, effectivement, qui vont être purement et simplement remplacées. J'ai fait des rendez-vous avec pas mal de cabinets qui sont vraiment en pointe sur les recherches, qui ont vraiment mené des projets là-dessus, sur la rédaction d'actes juridiques simples. Je suis désolé, mais là, il ne faut pas exagérer. C'est du remplacement pur et dur. C'est vrai, il va y avoir du remplacement. Et ce qui va se passer, c'est que entre la solution de Dex aujourd'hui, qui vraiment permet d'automatiser l'encodage de factures. Aujourd'hui, on y est arrivé. Et la toute première version, peut-être, pour ceux qui connaissent, un ScanBank d'il y a 20 ans. Il y a eu 20 ans entre l'outil qui a commencé à aider un petit peu et l'outil qui aujourd'hui remplace. Là, le problème, c'est que ça va se faire en quelques mois, voire quelques années à peine. Moi,
Le défi de la profession aujourd'hui, c'est que ça va aller extrêmement vite, très très vite. Parce qu'effectivement, compte tenu de votre habitude, ce n'est pas la première évolution que vous connaissez, c'est pas le premier, voilà, c'est certain, hein, même technologique. Mais celle-ci, elle va vraiment être une vague, je pense, sur vos métiers extrêmement rapide. Et donc, il va falloir vraiment accompagner les gens. Alors, on parlait de formation, là, c'est évident. Changer les profils, recruter peut-être des compétences, acquérir des compétences très spécialisées directement, parce que ça va aller très très vite. Si on veut vraiment tourner à son avantage cela, c'est possible, mais par contre, il va falloir faire avec la vitesse. Et bon, voilà, ma petite crainte, on parlait tout à l'heure des gens, vous voyez, la scission, la fracture qu'il peut y avoir entre les cabinets qui continuent sur la facture électronique et qui arrêtent. Là, sur l'IA, c'est puissance 10, hein, ce genre de choses. Donc voilà, il faut le faire. Alors, comment on va le faire nous? Effectivement, on va implémenter de l'IA donc, générative dans les produits. Par exemple, les commentaires automatiques sur les, comment ça s'appelle, sur les tableaux de bord, par exemple. Hein, ça, on est en train de travailler là-dessus. Excuse-moi, je trouve juste 2 secondes, mais IA générative pour expliquer. C'est une IA qui va être capable de rédiger, de Voilà. créer du texte, c'est donc intelligent par rapport à des données qu'on va lui donner. Hein. Donc, elle va rédiger une synthèse, par exemple. On peut lui donner aujourd'hui un tableau de chiffres et elle peut l'interpréter. Et ce qu'elle dit, et plus alors on va lui donner du tableau de chiffres, puis on va l'entraîner en fait, hein, en montrant ce que les humains ont fait. Il faut beaucoup d'informations. Hein. Il faut de la data. Alors c'est là où c'est la deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement de la data, mais de la data, les experts comptables en ont. Qui, plus que vous, a de la donnée à jour, validée, certifiée sur l'entreprise. Personne, vous avez tout. Vous avez la compta, vous avez la paye, vous avez le juridique, vous avez absolument tout. La trésor, la banque, le fiscal, vous avez tout sur l'entreprise. Tout à jour chez vous. Donc c'est ce qu'on fait aussi. Donc on regroupe en fait donc ces informations, on les anonymise, etc. Parce qu'il y a tout le problème d'éthique qui est avec ça, qui est lié, qui ne peut même pas piquer des hannetons non plus. Mais une fois qu'on a cette base d'informations, eh ben, on va pouvoir l'utiliser justement pour dépasser, c'est un peu ce que vous disiez, donc ce qu'on se disait tous tout à l'heure, pour dépasser en fait le travail traditionnel de l'expert comptable, qui j'espère que je ne choque personne, était plutôt de regarder un peu le passé, c'est-à-dire d'arrêter les comptes. Hein, on arrêtait les comptes, hein, c'est bien ça. Ça veut dire qu'on regardait dans le rétroviseur. Voilà. Le mieux, d'arriver presque au temps réel, mais encore mieux, on peut commencer maintenant à envisager de faire du prédictif, c'est-à-dire vraiment de faire de la prévision à court moyen terme, à un prix abordable pour la TPE, parce qu'on va être aidé par l'intelligence artificielle, et on va pouvoir développer des missions importantes. Et là, on va répondre aux besoins du client, parce que le client, lui, quand il vient nous voir, c'est pas ce qu'il a fait qui l'intéresse, parce que ce qu'il a fait, c'est fait. On ne peut pas modifier le passé. Et c'est fait. Et la plupart du temps, ils savent quand même ce qui s'est passé. Il n'y a jamais de grosses surprises. Je veux dire, quand on arrête les comptes, moi je vois avec mes clients, pour ceux qui s'intéressent un peu à leur activité. Après, bon, on a quelques artistes qui... Bon, voilà. Mais ceux qui s'y intéressent vraiment, ils savent. Et ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. C'est terminé. Par contre, si on arrive à leur apporter, parce que chaque fois, ils nous disent, oui, d'accord, j'en suis là, mais où je vais ? Si on arrive à répondre à cette question, là, on répond aux besoins du client. Et encore une fois, c'est de ça qu'ils ont besoin, nos clients. Ils ont besoin qu'on les guide, qu'on leur dise, vous allez aller là. Et la comptabilité prédictive, c'est vers ça qu'il faut qu'on tende. Parce que c'est ça leur vrai besoin aux clients. C'est pas ce qui s'est passé. Ça fait presque plus d'1 an maintenant que sur nos modèles de tableau de bord, à partir du moment où il faut avoir un certain nombre d'entreprises, il faut avoir la comptabilité à jour. Donc 3 ans de comptabilité en arrière. Et si on a suffisamment d'entreprises dans le même secteur d'activité, on propose un prévisionnel 12 mois, presse-bouton, à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'on projette, en fait, on a un tableau de bord ici, mais en pointillé, on projette sur 12 mois. Mais ça, c'est énorme. Oui. Quand ça déplace complètement la relation entre l'expert comptable et son client. Et vraiment, là, je trouve qu'on fait notre boulot. Vous faites votre boulot, bien sûr, mais donnez ce type d'outils. Et là, on travaille sur la trésorerie à 3 mois, pareil. Mais pas avec la somme de ce qu'on doit et ce qui est dû. Non, c'est pas ça. C'est par prévision donc, des flux bancaires, des flux de trésorerie. Et ça, c'est vraiment quelque chose à valeur. Tu as dit, pour faire travailler de l'IA, enfin vous avez dit tous les deux, pour faire travailler de l'IA, il faut beaucoup de data. Et la profession là, donc forcément, je me tourne vers toi, Boris. Que fait l'Ordre sur ce sujet, puisque l'Ordre centralise pas mal de données? Est-ce qu'il y a des chantiers en cours qui sont sur ce sujet? On a un chantier en cours majeur qui est le Data Lake de la profession, donc qui a été lancé au mois de septembre pour le congrès. L'objectif, il est double. Avec la data, on va faire 2 choses. On va faire une première chose, c'est toute la partie benchmark, comparaison, qu'on a aujourd'hui sur quelques indicateurs, mais on veut aller plus loin en fait, donc on a besoin d'effets. Aujourd'hui, on a par exemple l'image PME qui permet d'avoir des indices d'activité par département, par ville, sur des secteurs. Donc on a déjà cette partie-là. Donc là, c'est la data plutôt de comparaison, toujours liée au passé.
mais on veut aller plus loin, donc on a besoin des faits, en fait. Donc on veut faire le data lake de la profession. Pareil sur le terme, le data lake. Le data lake, donc, en fait, c'est l'espace où on va stocker l'ensemble des données des entreprises qui seront, comme l'a dit Pascal, anonymisées, parce qu'il y a besoin de gérer toute cette partie-là, dans lesquelles on va pouvoir justement avoir tout ce qui concerne la comptabilité, les déclarations TVA, les déclarations fiscales, pour qu'on puisse l'utiliser pour faire des échantillons, en fait, et de dire finalement à son client, tu es dans la tendance de progression des autres, tu es meilleur que les autres, tu as une meilleure progression de chiffre d'affaires, mais attention, ta marge, elle est moins bonne et du coup, ça impacte sur ton résultat, et qu'on ait les échantillons nécessaires. Pour ça, on a besoin d'un échantillon d'à peu près 500 000 entreprises pour commencer à avoir des choses intéressantes et pertinentes. Ça, c'est le premier volet de la data avec l'ouverture du data lake. Le deuxième volet, c'est de préparer pour l'IA, puisque l'intelligence artificielle, elle va se spécialiser. On a vu ChatGPT, je pense que tout le monde a essayé de jouer un petit peu avec. Ça fonctionne bien sur des thèmes généralistes, mais dès l'instant où on veut le pousser un petit peu sur des termes comptables ou sur des modèles comptables, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas suffisamment de données. L'intelligence artificielle, elle a besoin d'énormément de données. Et là, l'initiative de la profession, c'est de dire, il y a le data lake de la profession, donc les données qui seront gérées par ECMA, mais il y aura d'autres initiatives ailleurs. Et c'est bien qu'il y ait d'autres initiatives ailleurs, parce que c'est un domaine nouveau, et il faut que chacun, si on avance à plusieurs en même temps, on avancera plus vite et plus intelligemment. Donc, il y aura des initiatives de data lake ailleurs, il y en a d'ailleurs, et c'est très bien. Et ensuite, quand on aura besoin, voilà. Donc, On va travailler. C'est pour ça qu'il nous dit, là, je non, préfère bien. voilà. Donc, On va travailler et on en a déjà parlé avec Avec Loan, de dire à un moment donné, quand on aura besoin de toute cette masse, en espérant qu'on en a assez tous ensemble, eh ben, on pourra en fait interopérer tout ça, donc connecter tout ça et aller justement entraîner nos modèles spécifiques. L'intelligence artificielle, c'est des règles de fonctionnement, donc un moteur qui va se spécialiser sur la partie compta et des données pour l'entraîner. Et les données, on a besoin de tout. Et l'objectif, en fait, ce que l'on souhaite faire avec ECMA, qui est l'outil de la profession, c'est d'en faire un outil au service de l'écosystème de la profession. L'écosystème de la profession, c'est les cabinets, mais c'est aussi les éditeurs. Et c'est qu'ensemble, en fait, qu'on peut y arriver. Ce n'est pas les uns contre les autres, à un moment donné. Il faut qu'on puisse y être ensemble dans l'intérêt des cabinets et des clients derrière. Et donc, l'objectif, c'est qu'ECMA soit au centre pour pouvoir gérer, être un peu le point de concentration de ces propres données et des données qui sont dans différentes initiatives pour que tout le monde soit plus riche ensemble, en fait. Donc ce data lake, ça centralise des infos produites par la profession Oui. et les redistribue soit directement, soit via d'autres éditeurs. C'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. Et on a fait un modèle un petit peu particulier, c'est qu'on a dit celui qui ne contribue pas ne pourra pas en bénéficier. Parce qu'à un moment donné, ça doit être quelque chose il doit y avoir une notion de partage, quoi. C'est important. Et donc là, concrètement, je reprends l'exemple du petit cabinet qui se pose la question, qui se dit, mais concrètement, de quoi on parle? Comment je contribue? Qu'est-ce que je récupère? Sous quelle forme? Est-ce que je peux le faire déjà? Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, on peut le faire. Avec aujourd'hui, de quelle façon? Qu'est-ce que j'envoie à qui? Il y a des initiatives dans l'éditeur. Donc Pascal a parlé des scènes sur les prévisionnels. Aujourd'hui, il y a un outil qui est fait par ECMA qui s'appelle Jeu DataVis. Tu mets ton feuille dedans et derrière, tu vas ressortir. Alors, on est au début, donc on n'a pas encore les données pour tout, mais par rapport aux activités, par rapport à ton emplacement, est-ce que tu es finalement, est-ce que tes ratios sont meilleurs? Est-ce que ton taux de charge de personnel est supérieur ou inférieur à la moyenne? Est-ce que ta marge, comment elle se situe? Ton résultat, enfin voilà, vraiment pour avoir tes ratios par rapport à une population qui ressemble à l'entreprise. Ça va même plus loin, puisque derrière, ça agrège de l'open data. Et derrière, ça dit, voici les dernières transactions de fonds de commerce, à quel prix. Du coup, compte tenu de ton chiffre d'affaires, voilà quelle serait la valorisation de ton chiffre d'affaires. Et en même temps, quels sont les loyers commerciaux. Du coup, on peut voir, est-ce que je suis dedans ou pas. On peut même aller voir un petit peu les loyers non commerciaux, enfin les prix des transactions immobilières non commerciales. Du coup, pour dire au client, finalement, l'investissement immobilier que tu veux faire, tu es plutôt bien dans le marché. Et toute la partie analyse d'études, c'est un module d'analyse d'études de marché avec quelle est la population, les tranches d'âge, enfin voilà. Donc il y a vraiment toute cette partie-là, ça existe aujourd'hui. Aujourd'hui, tu mets ton fait, tu ressors ça, et tu as un outil de restitution à ton client. Sur les premiers, tu peux peut-être mettre
15 minutes à le faire, en fait. Ok. Donc ça existe. Donc il y a des choses qui existent déjà Oui. liées à ce partage de données. Voilà. Et pour donner des exemples concrets aussi d'utilisation d'intelligence artificielle, en gros, comme toute innovation technologique, ça sert en gros à 3 choses. Soit à faire ce qu'on faisait avant, mais plus rapidement, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est améliorer l'expérience du client, donc faire environ la même chose, mais mieux. Et la troisième chose, c'est offrir des nouveaux services. Donc, des exemples concrets sur comment ça fait gagner du temps l'intelligence artificielle. Bon, l'exemple typique, c'est Dext. C'est avant, on faisait de la tenue, maintenant, on fait aussi de la tenue, mais en gros, la machine, elle nous aide beaucoup. Donc, on gagne beaucoup de temps. Et on utilise aussi un data lake interne parce que une fois qu'une facture de restaurant a été comptabilisée des dizaines de milliers de fois, a priori, le collaborateur, peu importe son cabinet, il va la comptabiliser quelque part de proche. Donc, on utilise des data lakes, des comparaisons, des choses comme ça. La deuxième chose, c'est comment on fait la même chose qu'avant, mais mieux pour le client. Donc là, un exemple typique, c'est les outils que vous utilisez pour les conversations. Nous, on utilise Zoom, des gens qui utilisent Teams ou des choses comme ça. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, à la fois, ça transforme ce qui a été dit en écriture. En plus, ça peut faire un résumé. Et en plus, ça va pouvoir vous écrire un brouillon d'email à envoyer au client pour résumer la conversation. Et ça traduit même. Et ça traduit même. Tu parles, et en fait, tu parles en français, et celui qui entend, c'est Exactement. dans une langue que tu as déterminée, Exactement. l'anglais. Donc, plus besoin d'apprendre les langues étrangères. En partie. Donc aujourd'hui, il y a peu de gens qui envoient un résumé par mail à chaque compte rendu, à chaque réunion, mais c'est quelque chose qu'on peut faire avec peu d'efforts. Alors l'intelligence artificielle n'est pas parfaite là-dessus, il faut encore vérifier 2-3 choses, mais assez vite, ça va aller vite. Donc ça, c'est un exemple. Le troisième exemple, c'est les nouveaux services. Donc encore une fois, il y a soit des comparaisons ou des choses qui ont été expliquées avec GeoDataViz. Il y a aussi des choses qui vont être liées à, encore une fois, la question que se pose le client sur le prédictif, c'est en gros combien je peux me payer, combien je peux mettre sur mon compte perso et combien je laisse sur mon compte pro pour les impôts. Question régulière. Question régulière. Aujourd'hui, souvent on n'y répond pas parce que ça coûte beaucoup d'argent de réfléchir, de voir les bonnes données, de pouvoir répondre. Il y a plusieurs choses qui vont être réglées là-dessus. Un, on va avoir des bonnes données en temps réel et fiables. Ça, on peut déjà le faire aujourd'hui, mais de plus en plus. Et deux, surtout, on va pouvoir poser la question en langage humain. Donc, comme aujourd'hui, on parle à ChatGPT en disant combien je peux me payer à la fin de l'année. Et là, l'outil va pouvoir répondre. Donc, encore une fois, ce n'est pas à ChatGPT qu'on va poser la question. C'est 2024, comme le disait Pascal, Pardon, je reviens en arrière. 2023, c'est l'explosion de l'IA générative, de ChatGPT et tout ça. 2024, on parle des tendances, c'est les différents éditeurs dans chaque secteur qui utilisent ces logiciels à l'intérieur de nos logiciels. Donc vous n'aurez pas besoin, en tant qu'expert comptable, à utiliser massivement ChatGPT. Vous allez aller dans les éditeurs ou dans vos interfaces que vous connaissez et vous allez utiliser l'intelligence artificielle à l'intérieur de ça. Et nous, on ne va pas construire tout nous-mêmes, on va utiliser des ChatGPT ou des équivalents. Donc le client, il pourra poser sa question, combien je peux me payer à la fin de l'année, et il aura une réponse. Donc je ne sais pas si c'est 2024 ou 2025, mais il aura une réponse. Et c'est 2024, C'est ça serait top bien. 2024 d'avoir Pour ça. pour ça. Parce que moi, il me pose la question tout le temps. Donc, si Bien je sûr. pouvais avoir un outil Ouais. qui me permette de répondre en 2024, Ouais. ils vont être contents, mes clients. Exactement. Donc, en fait, l'IA, ça va démultiplier l'intelligence humaine. Alors, Je pense, alors grâce aux outils des éditeurs, parce que nous, je veux dire, voilà, on Il faut ne va pas nous greffer un Il cerveau. faut garder le lien, et que ça Mais par soit contre, maîtrisé par vous. Hein, c'est Ah ben ça, bien sûr, il faut voilà. qu'on le maîtrise, mais il faut qu'on le maîtrise Voilà. parce qu'il faut qu'on garde le lien avec nos clients, parce que c'est ça le plus important, c'est d'arriver à garder le lien. Pour moi, l'IA, ça va effectivement automatiser une grande partie des tâches qui aujourd'hui dans les cabinets n'ont pas de valeur ajoutée, la saisie comptable, la rédaction d'actes basiques, tout ça où en fait on a des collaborateurs qui sont sur ces tâches-là et on a de plus en plus de mal à trouver des collaborateurs pour faire ces tâches-là parce que ça fait partie de nos problématiques aujourd'hui de recrutement, ces tâches-là. Donc si on a un outil, d'ailleurs c'est pour ça que Dext progresse dans les cabinets parce que ça nous aide à aller vite sur ces tâches-là pour les collaborateurs. Donc si on a des outils qui nous permettent de faire ces tâches-là, et en même temps, ça va nous permettre, effectivement, en termes de prévision, en termes de prédictis, mais ça va également nous permettre, en termes de détection aussi. Je veux dire, souvent, la détection des difficultés des entreprises, comme on travaille toujours a posteriori, on a toujours un délai, nous. C'est-à-dire, on fait la TVA ce mois-ci du mois dernier. Donc, en fait, on fait la comptabilité du mois dernier. On a, à minima, un mois de retard. Si on a un outil, c'est-à-dire qu'on est en instantané, pour ça, il nous faut un petit peu de facture électronique quand même, et qui est de l'IA par-dessus, et qu'on arrive à détecter bien en amont des risques de défaillance d'entreprise, parce que la grosse problématique des défaillances d'entreprise, c'est qu'on les détecte souvent un petit peu tardivement.
Alors, on a des indicateurs aujourd'hui dont on se sert, des décalages de charges sociales, de TVA, etc. Mais si on a quand même des indicateurs qui sont bien plus en amont et qu'on est bien plus en amont dans la défaillance d'entreprise, Plus proactif. on sera plus proactif pour nos clients. Là aussi, on sera plus proactif pour l'économie du pays également, parce qu'une défaillance d'entreprise en amène une multitude d'autres derrière par effet de ricochet. Donc voilà, donc ça, c'est intéressant, l'intelligence artificielle. En fait, les médecins, ils font la même chose, les radiologues. L'intelligence artificielle arrive à détecter de façon beaucoup plus rapide et bien en amont par rapport à l'être humain certaines maladies au vu des radios, des scanners, etc. Donc on le voit. Et nous, pareil pour les experts comptables. L'intelligence artificielle peut nous aider là-dessus. Après, ça nous aidera sur des variations de charges, de chiffre d'affaires, voilà, ça nous alertera. On aura des alertes automatiques parce qu'on sera en temps réel. Et là, on fera vraiment notre mission de premier partenaire et d'accompagnement du chef d'entreprise dans la gestion de son entreprise. C'est là où on jouera notre rôle pleinement d'accompagnateur, de premier conseiller des chefs d'entreprise. Donc là, on est sur l'IA qui accélère l'intelligence humaine ou qui démultiplie Qui l'intelligence humaine. démultiplie. Voilà. Et donc on est un peu, tu m'excuseras, je suis plus Star Wars que Marvel, donc on est sur le côté lumineux de la force un petit peu, voilà. Côté obscur. Mais du côté obscur, oui, non, Non, vas-y, est-ce vas-y, que, très bien, est-ce sur ce que côté-là. dans les mains d'autres acteurs que la profession, Ouais. ça peut pas prendre une part, cannibaliser une part du conseil, par Oui, exemple? il y a une partie de ça. Il y a une question de base, c'était est-ce que c'est menace ou opportunité l'intelligence artificielle? Donc une phrase qui est courante, c'est de dire la menace de l'intelligence artificielle, c'est si les autres l'utilisent, et pas soi-même. Ok. Parce qu'en effet, si les autres cabinets l'utilisent, c'est encore plus que la facture électronique, ça crée un fossé énorme. Mais surtout, c'est pas qu'une question de concurrence avec les experts comptables. Il y a à la fois les néobanques, Conto a 400 000 clients, ils font de plus en plus de comptabilité. Il y a Indy qui a encore levé de l'argent et qui s'adresse directement aux clients des experts comptables. Et ces gens-là, ils font les trucs bien. Donc c'est pas nos alliés à nous ici, parce que nous, on travaille avec les experts comptables, ils parlent directement aux clients. Mais c'est un vrai risque où il y a beaucoup de gens qui... On est pleinement conscient, j'espère que... moi, je suis pleinement consciente que nos futurs premiers concurrents, ça va être les banques. Voilà. Ouais. Donc voilà, En je veux dire, on peut avoir un peu de défiance vis-à-vis des éditeurs, mais je pense que c'est plutôt les banques. Et on sait pourquoi. La banque, quand elle envoie l'extrait de compte de notre client, c'est de la comptabilité. Elle tient la comptabilité de la partie bancaire de nos clients. Donc elles ont déjà une partie de la comptabilité. Après, opportunité ou menace, oui, certes. Si on ne s'en saisit pas, menace sur certains emplois, mais certains emplois qui ont une faible valeur ajoutée. Et on parlera tout à l'heure de la partie RH et de la partie montée en compétence de ces collaborateurs-là dans nos cabinets. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une partie des collaborateurs dont on a du mal aujourd'hui, on a du mal à les recruter. Ouais. On a du mal à trouver des collaborateurs qui soient sur cette partie-là. C'est peut-être aussi pour ça que les cabinets accélèrent quand même un petit peu au niveau d'outils comme Dex, Full, qui apportent une certaine automatisation des tâches. Parce que, je veux dire, nous, on a un travail à faire. On a les humains pour le faire, on le fait. On n'a pas d'humains, on va chercher des machines. Je veux dire, le travail, il est là, il faut le faire. Donc, c'est aussi une des raisons, moi souvent ce que je dis, j'ai pas d'humain pour le faire, je vais aller chercher une autre solution parce que le travail, il faut que je le fasse et je vais peut-être passer par des machines, par des outils qui existent sur le marché aujourd'hui. Et quand il y a un peu d'intelligence artificielle ou beaucoup d'intelligence artificielle et que ça facilite encore plus, tant mieux, parce qu'on va encore plus vite. Et je crois d'ailleurs que la question de base, c'était aussi est-ce que c'est juste des tâches qui sont automatisées ou des emplois? Bon, faut pas se mentir non plus. S'il y a 90% des tâches d'un emploi qui sont automatisées, l'emploi disparaît. Mais des fois, on entend un discours simpliste et trop optimiste qui dit vous inquiétez pas, l'intelligence artificielle remplace des emplois, mais vous inquiétez pas, on va pas renvoyer des gens, on va continuer à recruter parce qu'il y aura d'autres tâches à faire. Je pense qu'il faut un peu l'expliquer. Il y a, encore une fois, quand on gagne du temps, donc encore une fois avec le niveau 1, on gagne du temps grâce à l'intelligence artificielle, on peut faire trois choses. Encore trois choses. Soit on prend les marges pour soi, parce qu'en effet, on ne recrute pas d'autres gens. Donc on prend les marges pour soi. On les augmente ou on les garde, mais en tout cas, on prend l'argent pour soi. Soit on met dans la poche du client de deux façons. Encore une fois, on améliore l'expérience ou on crée des nouveaux services. Donc il y a des cabinets qui le font, on le voit aujourd'hui, qui se disent « moi, je peux faire presque zéro tenue, je n'ai pas besoin de beaucoup de collaborateurs, on peut gérer 80 ou 100 clients en automatisant tout, et on prend tout l'argent. » Mais du coup, ils n'investissent pas dans l'expérience client et dans les nouveaux services. Donc tous les gens qui vont se dire, plutôt que utiliser les humains pour faire des nouvelles tâches,
je vais juste ne payer personne et me prendre plein d'argent. En fait, leurs clients, ils ne vont pas en avoir pour leur argent. Et leurs clients, ils auront des opportunités chez les autres cabinets. Donc, à court terme, moyen terme, les clients ne sont pas stupides. Ils vont aller vers ceux qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire des nouveaux services et pour les faire très bien. Voilà, donc même s'il y a des gens qui décident de supprimer des emplois, ce n'est pas un souci parce que ces gens-là, en fait, ils vont couler au bout d'un moment. Ok. Donc, ok, Et d'accord. l'humain a besoin d'humain. Et l'humain a du besoin d'humain. Ah, Il y a la profession comptable où il y a des manques de d'humain, radiologue. aucun problème. C'est un très bon exemple, le radiologue, parce que c'est vrai aujourd'hui qu'on peut remplacer le radiologue sur la détection Oui. d'une tumeur mais très très précoce, etc. Seulement, moi, est-ce que j'ai envie que ce soit une machine qui me dise Pascal, c'est bon, là, cette fois-ci, tu as gagné, non, il faut que ce soit un humain qui va m'expliquer, On a besoin qui va me d'un rassurer, qui va me conseiller. On a besoin d'empathie, Pascal. On a besoin de ça. La seule chose, c'est qu'on a besoin d'une personne comme ça pour ça, et peut-être que ça remplace ce boulot de 2-3 personnes qui manipulaient des choses. C'est là où il faut. Voilà, je suis un peu. Mais il y a des fonctions qui vont disparaître. On le sait. Alors la problématique, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la vitesse à laquelle ça va. C'est-à-dire que les révolutions auparavant, dans l'histoire, il y avait une génération qui se passait, donc on avait le temps de s'adapter à des nouveaux travaux, etc. Là, aujourd'hui, ça va très très vite. C'est une question de mois. Donc effectivement, on a une problématique, c'est qu'on sait, faut pas non plus être dans le monde des bisounours, hein. On sait qu'il y a des compétences dont on n'aura plus besoin. Est-ce que les personnes qui ont ces compétences-là sont capables d'évoluer sur d'autres compétences dont on va avoir besoin ou des compétences qui existent déjà aujourd'hui et dont on aura encore plus besoin? Ça, voilà, faut réfléchir à ça dans les cabinets parce que c'est aussi notre responsabilité d'employeur, hein. On a des gens qui travaillent avec nous, il faut préserver leur emploi. Donc voilà, donc ça, on le sait. Je veux dire, moi, je me pose la question tous les jours dans mon cabinet pour une certaine partie de mes collaborateurs, est-ce que je vais arriver à les faire évoluer? Parce que demain, j'en aurai peut-être plus besoin. Donc ça, c'est une vraie question que se pose, je pense, l'ensemble des experts comptables et il faut être quand même assez réaliste pour se la poser. Et donc, mais malheureusement, tu l'as dit tout à l'heure, il faut qu'on s'en saisisse parce que ça va vite. On ne peut pas passer à côté. Et la vraie fracture, effectivement, il y aura la facture électronique, mais la vraie fracture, elle va être à ce niveau-là, au niveau de l'intelligence artificielle et de l'utilisation de la data. C'est ça qu'il faut faire attention, c'est là qu'on emmène tout le monde. J'ai peut-être un exemple métier, moi j'en reviens toujours pas. On se disait que avec les cabinets qui travaillent sur notre data lake, on se disait qu'il y avait un problème pour faire du benchmark de rentabilité, c'était la question de la rémunération du dirigeant. Forcément, hein, parce que soit il est payé, soit donc ça change complètement. Et bien en fait, non. On lui met toutes les données, il regarde, il dit non, tu as deux populations. Il nous a dit tu as deux populations. Tu as une population où il y a un dirigeant salarié. Il a compris en fait. Il ne sait pas ce que c'est juridiquement évidemment, mais il a compris qu'il y avait deux populations qui fonctionnaient différemment. On lui donne leur traitement et il se débrouille tout seul. Donc là, tu vois, à quelle vitesse quand même, quelque chose, quand même une question métier, ça, c'est quand même une question métier, c'est réglé, ça se règle. Donc ça peut aller quand même très très vite. Moi là, j'étais vraiment bluffé. Ça peut aller. C'est des sacrées opportunités pour nous en matière d'accompagnement. J'ai pas mal de questions là qui tombent sur ce sujet-là. Alors on a un petit peu de temps pour y répondre, mais c'est beaucoup de questions qui tournent autour des risques, déjà des risques juridiques. Est-ce que je peux donner des infos à une IA, le RGPD, le secret professionnel? Comment ça se passe Aujourd'hui, il faut faire attention. C'est un petit peu la difficulté, c'est que les intelligences artificielles ont besoin de données pour s'alimenter et pour se perfectionner. Donc ce qu'on envoie, on ne sait pas si ça va être stocké ou pas. Et du coup, on ne sait pas si ça peut ressortir ou pas. Donc il faut quand même être très prudent sur son envoi. Et ce que l'on envoie dans un chat GPT, par exemple, pour le tester, il y en a qui ont fait des démonstrations sur l'analyse d'un fait, ils ont pris le soin avant de le rendre anonyme en fait. Donc il faut vraiment envoyer des informations anonymes. Donc on ne peut pas, et par contre il faut se saisir du sujet pour expliquer en interne au sein des cabinets, ok, vous voulez utiliser ChatGPT pour corriger les fautes d'orthographe de votre mail. Très bien, mais on retire le nom de la société, on retire le nom du client avant, et on lui met Toto dedans, ou Dupont, pour que ce soit qui corrige l'orthographe, mais qui ne mette pas les noms, pour pas que ça alimente derrière. Donc il faut vraiment faire attention à cette partie-là. Donc, on a un secret professionnel aussi. Hein. Oui. Donc attention à ce qu'on met sur les outils. Il y a le RGPD, mais il y a aussi le secret professionnel aussi. Hein. Mais donc ça, c'est l'utilisation d'une IA générative. Après, il y a l'IA dans les outils. Où là, dans les outils, mais justement, j'allais dire, il y a une autre astuce qui est importante, c'est que souvent, quand on ne paye pas, donc si on utilise ChatGPT 3.5 ou des choses gratuites, là, l'information, du coup, elle est publique, elle est envoyée partout.
comme pour la plupart des logiciels, si jamais on paye, on peut avoir accès Oui. à plus de sécurité et plus de cloisonnement. C'est exactement pareil que vous n'utilisez pas un Google Drive ou un Dropbox gratuit avec vos clients. Vous allez utiliser des choses sécurisées, donc soit le Google payant, soit d'autres outils. Mais Alors ça, tu sais, des quand on fois, paye le... j'ai encore vu des choses assez spéciales. Non, mais en gros, il faut Non, mais il faut évidemment faire que le attention. gratuit, Très il y a un attention. loup derrière. Ah ben, enfin, oui, Je vous donne les chiffres du sondage avant qu'on passe à la suite. Comment voyez-vous la montée en puissance de l'IA d'un bon œil bien utilisé, je vais pouvoir en tirer profit. C'est 78% des réponses. Donc on a une audience qui a plutôt envie de s'y mettre. Enthousiaste. 16% qui dit c'est d'abord une menace pour notre profession et 7% qui n'a pas d'avis particulier ou qui n'en avait pas en tout cas au début de la partie. Donc j'espère qu'ils en auront une à la fin. Donc 7% qui ne se sentent pas concernés. J'avais une autre question. Alors si quelqu'un peut la faire en une minute, ça va être compliqué, mais je vous la lance quand même. Quid du maintien du monopole de la prérogative d'exercice qui couvre l'affectation comptable? Est-ce que ça a du sens d'avoir une prérogative d'exercice sur de la tenue quand c'est automatisé? Question philosophique, on passe. Prison, c'est ça, Ouais. mettre les robots en c'est prison, philosophique, c'est mais ça. aujourd'hui, quand nos clients ils viennent vers nous et qu'on est le premier partenaire, c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut garder. Donc pas tant de s'accrocher à la C'est prérogative pas, de la tenue enfin, qu'à la relation. c'est la relation. Enfin, C'est la relation avec les clients la plus importante, effectivement, et c'est ça qui fait notre spécificité et qui fait qu'on va garder les clients. La prérogative d'exercice, je veux dire, bon, c'est important, mais je pense que le plus important, c'est la relation humaine qu'on a avec nos clients. C'est l'empathie qu'on peut avoir avec eux, c'est l'accompagnement qu'on fait au quotidien avec eux et la confiance qu'ils ont en nous. Parce que nos clients, ils font rien sans nous demander notre avis. C'est ça le plus important et c'est ça qu'il faut qu'on préserve avant tout. Très bien, c'est très clair. Donc sur ce deuxième thème sur l'IA, on n'a été ni côté obscur, ni côté lumineux, on était entre les deux. Avec comme Juste un discours lancé. Oui, pardon. pour tes 78% Oui. qui attendent plein de choses de l'IA, Oui. elle sera encore meilleure s'ils avancent aussi sur la facturation électronique et qu'on a les datas avec. Oui, voilà. D'accord? Parce que c'est IA lié. avec ensemble. data, ça les deux. Ça avance. IA et facture électronique, ça va ensemble. Ok. Pour être plus Le efficace. message est passé. C'est parfait. Je vous propose maintenant donc de passer au troisième et dernier thème de la soirée, cultiver l'humain au sein du cabinet. Alors, pour démarrer sur ce thème, comme dans les deux premiers cas, on va vous poser une question. Seriez-vous prêt à recruter de nouveaux talents qui ne sont pas issus de la filière comptable? Donc, seriez-vous prêt à recruter de nouveaux talents, donc de nouveaux collaborateurs qui ne seraient pas issus du profil classique des CG, des SCG? Réponse binaire, oui ou non. On vous laisse vous positionner et on commentera ça à la fin. Et pour amorcer la discussion, on va vous afficher à l'écran une planche de la grenouille agile qui est assez connue sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour remercier Philippe Barré d'avoir établi cette planche pour la soirée. Donc une planche que je ne vais pas vous lire, hein, à l'écran, là vous la voyez, mais en résumé, sur cette planche, on l'a affichée parce qu'elle met en parallèle, un abîme un petit peu, des discussions qu'on entend tous les jours dans la profession, qui est ce fameux problème d'attractivité et de manque de pénurie de talent, et des chiffres, des faits tout simplement, qui montrent qu'en quelques années, les effectifs ont augmenté de plus de 10%. Dans la profession et qu'il n'y a jamais eu autant de collaborateurs dans la profession. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est où est la vérité là-dedans? Est-ce que c'est l'un, l'autre, un peu des deux? Cécile, on peut commencer peut-être par toi. Quelle est ta vision du sujet? On a 170 000 collaborateurs dans la profession. En 5 ou 6 ans, on est passé de 140 000 à 170 000. Donc en termes d'attractivité, moi je trouve que c'est quand même pas mal. On attire du monde dans notre profession, mais effectivement, on a encore plus besoin de collaborateurs. On a besoin de collaborateurs, je l'ai dit tout à l'heure, sur des tâches qui aujourd'hui sont pas encore complètement l'IA, elle n'est pas encore complètement là, et on a encore besoin de collaborateurs sur la partie, on va dire, purement de base du métier de saisie comptable, parce qu'il y a encore de la saisie à faire. On sait que demain, on n'aura plus cette partie mécanique à faire, mais aujourd'hui, on l'a toujours. C'est pour ça qu'il faut qu'on avance sur la partie facture électronique, sur la partie intelligence artificielle, enfin outils avec de l'intelligence artificielle pour nous dégager, parce que c'est sur cette partie-là essentiellement où on a des problématiques de recrutement. Sur la partie expert comptable, master, on en a, et puis bon, et heureusement, et puis c'est normal, puisque on a de plus en plus de jeunes qui font d'études supérieures, et donc forcément, on a de plus en plus de monde, on a de plus en plus d'experts comptables. Alors, la partie où on n'est pas attractif, où on n'est pas, j'ai entendu aussi, on n'est pas sexy, enfin, je ne sais pas s'il faut être sexy, expert comptable, mais voilà, on n'est pas attractif. Moi, je trouve ça un peu négatif.
Parce que plus on se dit qu'on n'est pas attractif, et moins on est attractif. Hein. Il faut qu'on arrête un petit peu aussi de communiquer en disant « Ah oui, mais nous, on n'est pas attractif ». Il faut un petit peu être positif et positiver. Je pense que l'attractivité de la profession, elle va passer par tous ces outils, toutes ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on a discuté, data, etc., parce que ça attire énormément de monde. Ça va passer aussi par des missions qu'on va développer, des nouvelles missions. Alors, on a parlé tout à l'heure du full service, tout ça. Donc ça, c'est des missions qui restent plutôt, on va dire, traditionnelles. Mais là, par exemple, on a un nouveau champ des possibles avec la durabilité, parce que les experts comptables ont un vrai rôle à jouer dans la durabilité. Et ça, c'est des missions qui, pour la nouvelle génération, ont vraiment du sens, pour l'ancienne aussi. Mais vraiment, ceux qui sont en recherche de sens sur leur travail dans les cabinets d'expertise comptable, on va accompagner nos clients à verdir leur activité. Donc je veux dire, voilà. Donc, et ça passera par nous, parce que effectivement, on a un relationnel un peu particulier, très proche avec nos clients, et ça passera par nous. Et nous, là, on a un champ des possibles qui s'ouvre devant nous. Et tout ça fait aussi qu'on a de la formation dans les cabinets. On a toujours eu de la formation. Je veux dire, quel est le métier aujourd'hui où il y a une formation continue comme il y a dans les cabinets d'expertise comptable? Moi, dans mon cabinet, mes collaborateurs, tous les ans, ils ont minimum 2 jours de formation. Et quand je dis minimum, c'est vraiment minimum. Hein. Il y en a qui en font beaucoup plus. Donc on est un métier où on fait énormément de formation continue. Moi, je pense que l'attractivité de notre profession, ça va passer par tous ces nouveaux outils qu'on va utiliser, par toutes ces nouvelles missions qui s'offrent à nous, et notamment toute la partie durabilité et accompagnement dans la RSE, etc., et par la formation. Et la formation, on a parlé tout à l'heure de métiers qui vont disparaître, de travaux qui vont disparaître dans nos cabinets. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ordre est en train de développer un plan de formation comme l'Ordre n'a jamais fait. C'est un investissement à hauteur de 4,7 millions d'euros. Alors, on a eu une subvention de 3 millions d'euros de la part du Haut Commissariat aux compétences, parce qu'effectivement, on fait partie des professions très impactées par la numérisation, toutes ces nouvelles technologies. Et donc, le gouvernement a décidé, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans de ça, d'octroyer des subventions à destination des professions qui allaient être très impactées. Donc, le métier, la filière comptable est très impactée. Et donc, on a posé un dossier et on a obtenu cette subvention. On va développer des parcours de formation, on va dire un petit peu tout azimut, mais alors déjà à destination des collaborateurs, donc puisqu'on a une subvention de 3 millions d'euros pour ça, donc on va faire des parcours de formation à hauteur de 3 millions d'euros pour les collaborateurs et peut-être plus, pour les experts comptables sur la partie qui est non subventionnée aussi, parce qu'il faut faire évoluer les experts comptables. Hein, ils ont besoin aussi d'évoluer sur tout ça. On fait évoluer nos collaborateurs et donc on va proposer des parcours de formation sur le full service, sur l'accompagnement à l'établissement et au rendu du tableau de bord du client, parce qu'on peut faire des tableaux de bord, ça on sait les faire, les collaborateurs savent les faire, sauf qu'après, ils les posent sur le bureau du dirigeant et ils s'en vont. Le client, il prend son truc, il ne comprend rien, ça ne sert à rien. Donc il faut aussi qu'on fasse changer nos collaborateurs de posture en leur expliquant qu'il faut accompagner le client, il faut lui expliquer le tableau de bord qu'on a fait, il faut expliquer le travail qu'on a fait. Donc sur toutes ces choses-là où on sait techniquement le faire, mais on a juste peut-être un changement de posture à faire par rapport à notre collaborateur. Et puis après, sur d'autres domaines d'activité, d'autres champs, la durabilité, la RSE, la cybersécurité, parce que ça c'est un enjeu majeur hein, quand on parle d'IA, de data. Faut penser aussi à la cybersécurité. Là, avec l'Ordre, on sensibilise les cabinets parce que je pense qu'il y a un vrai défaut de sensibilisation sur la cybersécurité. Donc, on a eu dans la profession ce week-end un des hébergeurs de la profession qui a été attaqué en fin de semaine de façon assez forte. Et aujourd'hui, on a par exemple 1200 à peu près cabinets qui sont à l'arrêt. Donc voilà, parce que voilà, donc ça c'est des enjeux majeurs aussi, hein, messieurs les éditeurs, la cybersécurité. Donc on va pas transformer nos collaborateurs en spécialistes de la cybersécurité, mais peut-être accompagner les clients à les sensibiliser dans ce domaine-là, et déjà commencer par nous. Hein. Nous, experts comptables, il faut quand même qu'on se sensibilise là-dessus. Enfin, voilà, et puis dans la data, la gestion de la data, tout ça, on va avoir besoin de talents qu'on récupère à l'extérieur. On va faire évoluer nos collaborateurs parce que ce plan de formation qui s'appelle Profession comptable 2030 sert pour les collaborateurs en place, mais aussi pour les nouvelles recrues qu'on aura. On pourra les envoyer en formation pour les perfectionner dans tous ces domaines-là, pour être beaucoup plus, on va dire, utiles, optimum quand ils vont rentrer dans les cabinets.
Donc c'est un appel aussi au cabinet de vraiment se saisir de ces outils, parce qu'une des questions qui était posée par la planche qu'on a affichée, c'était de dire est-ce que l'attractivité finalement c'est pas une question de management des cabinets, de bonnes pratiques de management au sein de chaque cabinet. Donc, je pense que c'est surtout ça, oui. Effectivement, on a peut-être on a à se remettre en question en termes de management, parce que tout ça, c'est des défis, et ça fait partie des défis aussi qu'il faut qu'on relève. Parce que former les cabinets pour les former, enfin les collaborateurs pour les former, c'est bien, mais aussi il va falloir repenser les stratégies de nos cabinets. Parce que demain, moi, je ne vais plus faire le même métier que je fais aujourd'hui. Alors peut-être que moi, je le verrai, j'en sais rien, peut-être pas, parce que je suis plutôt en fin de carrière, moi. Mais pour les jeunes comme Boris, lui, il le verra peut-être. Mais moi, je sais très bien que demain, le cabinet que j'exerce dans mon cabinet, aujourd'hui, ce que je fais dans mon cabinet, demain, je ne ferai plus la même chose. Je le ferai différemment. Je ferai avec d'autres outils. Je ne travaillerai plus de la même façon dans mon cabinet. Donc, il faut que je repense la stratégie de mon cabinet. Savoir si je vais aller sur la durabilité. Est-ce que je vais me lancer dans la durabilité? Est-ce que je vais plutôt me lancer dans l'accompagnement de mes clients en termes de full service, faire les factures, etc. Et puis, voir aussi en termes de stratégie que veulent faire mes collaborateurs. Il n'y a pas que ce que moi je désire faire, mais aussi qu'est-ce que mes collaborateurs veulent faire ou peuvent faire. Donc aussi, avec Profession Comptable 2030, on a mis au point un outil GPEC qui est à disposition des cabinets sur l'espace privé de l'ordre, du site de l'ordre. Et c'est tout à fait gratuit, anonyme. Les collaborateurs peuvent aller se tester, les cabinets, les experts comptables peuvent se tester. Et cet outil est là pour les accompagner de la redéfinition de leur stratégie. Donc voilà, et tout ça, formation, repenser la stratégie, adapter la formation aux stratégies, tout ça, ça peut être attractif. Et repenser le management de nos équipes, parce qu'on va avoir des nouveaux talents dans nos cabinets, on va avoir besoin d'aller chercher des compétences un petit peu ailleurs. On fait de la durabilité, on aura peut-être besoin d'embaucher des masters durabilité. Alors aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on n'est pas dans le nouveau monde, mais on n'est presque plus dans l'ancien monde. Donc c'est vrai qu'on est à une charnière, donc on est entre deux mondes. On sait qu'il faut qu'on évolue, on sait qu'il faut qu'on change, mais on est entre les deux. Donc compliqué de dire à un jeune, tu as un master de durabilité, viens m'aider à développer la durabilité, alors que la durabilité, on n'est pas encore bien sensibilisé. Enfin voilà, il y a un vrai enjeu, donc c'est pour ça qu'il y a la stratégie à repenser, à voir, et la conduite au changement. Ça, c'est important aussi, parce que changer les habitudes, compliqué. Et dans les choses que tu as dit, il y a beaucoup de choses que l'expert comptable n'est pas formé à faire. Être manager, manager des gens qui ne sont pas un profil comptable, faire de la conduite du changement et créer des nouvelles missions. Donc il y a des choses pour les collaborateurs, mais il y a aussi beaucoup de choses pour l'expert comptable où il faut se renouveler en permanence. Aussi. Totalement. Il n'y a pas que les collaborateurs. Ouais. Nous aussi, il faut qu'on se forme et qu'on se forme au management. Parce qu'effectivement, on a très peu de formation en management. Alors moi, effectivement, je suis d'une autre époque. Alors, moi, c'est zéro formation en management. Enfin, quand j'ai fait mes études, quand je suis arrivée au diplôme d'expertise comptable, ni en marketing, ni en management. Mais forcément, on manage des équipes. Bon, aujourd'hui, j'ai 30 collaborateurs que je manage. Alors, je fais du mieux que je peux, mais voilà. Donc, effectivement, il faut que nous, experts comptables, on prenne conscience qu'il faut qu'on aille se former sur le management. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que manager des DCG, des DSCG, je pense qu'on sait à peu près les manager. Enfin, pas toujours très bien, mais on comprend un peu. Quand on va avoir des gens qui arrivent d'un autre univers, il va falloir savoir les manager. Et sur ce sujet de l'humain dans le cabinet et du collaborateur, nous, chez Dex, on y réfléchit beaucoup parce qu'on a une sorte de paradoxe où notre positionnement, c'est d'être l'allié numéro 1 des collaborateurs. Donc notre but, c'est qu'à la fois, quand on est collaborateur dans un cabinet qui utilise Dex, soit le meilleur confort, on peut partir en vacances au mois d'avril parce qu'on a fini sa saison fiscale, ces choses-là, on est plus productif. Mais en même temps, si on va au bout de la logique, il y a besoin de moins de gens qui font ça. On va accepter les vacances au mois d'avril. Bon, il y a beaucoup de cabinets Comme quoi, il faut qu'on repense au management. Chez vous, il y a des gens qui partent en vacances au mois d'avril ou pas encore? Oui, Unette sont déjà partis. Ouais, mais depuis, il ne les a pas gardés. Non, mais bref, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que... Ils sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus. On essaie d'aider les collaborateurs, mais la logique finale, c'est qu'il y a des gens qui nous disent « Ok, mais si ça marche jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on devient ?» Donc on se pose beaucoup cette question. Honnêtement, je suis encore pas du tout inquiet pour eux parce qu'il y a plein de nouvelles missions, RSE, choses comme ça. Et la question clé, c'est est-ce qu'on va réussir à faire tous nos défis d'attractivité seulement en recrutant des profils comptables? Moi, c'est évident qu'il faut recruter des profils non comptables pour certains nombres de choses qui sont de l'ordre du conseil client. Et il faut former des gens aujourd'hui à aller plus sur des questions d'accompagnement. Donc il y a une partie des collaborateurs aujourd'hui qui peuvent se spécialiser vers je vérifie ce que fait la machine et j'ai un gros niveau d'expertise et de révision.
Et des gens qui peuvent se spécialiser vers j'accompagne mieux le client, je comprends ses besoins, je lui propose des nouvelles missions, aller vers ce genre de choses. Et donc pour ça, il faut faire beaucoup de formations parce que dans tous les cas, ce n'est pas le rôle d'aujourd'hui, c'est le rôle de demain. Et donc ces formations-là, de devenir collaborateur qui est plus le conseiller client, elles sont extrêmement importantes. Et combien de jours de formation dans ton cabinet? 2 par an en moyenne? Alors moi, mes collaborateurs aujourd'hui, c'est 2 jours par an, chaque collaborateur, à minimum. Et idéalement, tu voudrais combien? Bon, ben, en idéal, je pense qu'il faudrait qu'il soit à 4-5 jours. Totalement. Il soit à 4-5 jours. Dans l'idéal, ça serait ça. Mais après, on a un problème de temps. Mais c'est toujours pareil, c'est une histoire de temps. C'est-à-dire qu'on est, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans le nouveau monde. Ouais. Et on n'est plus dans l'ancien monde. Ouais. On sait qu'il faut qu'on bascule dans le nouveau monde, mais on a les contraintes de l'ancien. Ouais. Donc c'est compliqué. Ouais. Moi, j'adorerais envoyer mes collaborateurs 4-5 jours en formation, parce que la formation, pour moi, ça a toujours été un investissement. Ouais. C'est un investissement en termes de compétences du collaborateur, parce que plus il se forme, plus il est compétent, et en termes de fidélisation. Ouais. Au cabinet. Alors après, si tous les cabinets forment de la même façon, il y a moins de fidélisation, mais voilà. Ouais. Donc, mais ça, c'est important. Mais du coup, l'autre chose qui est vraiment importante pour l'humain dans le cabinet, c'est que tous ces nouveaux postes qui sont plus le conseiller client, que ce soit des questions d'accompagnement au jour le jour, comme refaire les factures, ou d'accompagnement à haut niveau sur RSE ou des nouvelles missions, c'est que ce n'est pas des sous-employés. Il ne faut pas qu'ils soient considérés comme moins importants que les collaborateurs comptables. Il y a beaucoup de cabinets qui le voient encore comme ça aujourd'hui. C'est vraiment important, c'est aussi important. Il faut faire évoluer également les experts comptables. Et donc là, si je reviens à la tendance 2024, ce que tu dis, c'est qu'il y a de la place à la fois pour les collaborateurs qui nous écoutent. Celui qui ne se voit pas faire de l'accompagnement client, il y a quand même de la place pour lui avec des profils de vérification. Voilà. Oui, et il y a de la place pour celui qui veut plus parler à son client, l'accompagner et faire moins peut-être de chiffres et de tenue. C'est pour ça que l'outil qu'on a mis en place de GPEC, qui est là pour évaluer les appétences, les compétences des collaborateurs, c'est important. On ne peut pas demander à un collaborateur de faire de l'accompagnement client s'il a peur des clients. Oui. Moi, je vois mes collaborateurs, il y en a, ils ont même peur de décrocher le téléphone, de parler aux clients au téléphone. Donc voilà, donc ces collaborateurs-là, soit on arrive à les faire évoluer en termes de posture et qu'ils arrivent à répondre et à avoir moins peur du client, soit on n'y arrive pas, il faut leur trouver d'autres fonctions. Et il y aura d'autres fonctions, je veux dire, il va falloir gérer les datas dans les cabinets qu'on va recevoir, il y aura d'autres fonctions sur lesquelles ils pourront aller par rapport à leurs compétences et à leur appétence. Je finis juste là-dessus. Sûrement, la tendance ou la chose à faire début 2024, c'est avoir une discussion entre l'expert comptable et le salarié. Dire qu'est-ce que tu veux faire? Et en fonction de ça, on va faire les formations. Mais c'est des choses qu'il faut vraiment faire maintenant parce que c'est pas dans 2 ans. C'est maintenant qu'il faut préparer ça parce que ça ne va pas se faire en l'espace de 2 jours. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux faire ça parce que c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc, c'est quelque chose qui va prendre des mois, même peut-être des années pour en arriver à ça. Donc, discutez avec vos collaborateurs et discutez aussi avec les experts comptables. C'est chacun sa part de responsabilité dans cette histoire. Exactement. Il faut qu'il y ait un vrai dialogue entre le collaborateur et l'expert comptable. Florent, peut-être quand on avait préparé, tu parlais de l'exemple des banques et des conseillers bancaires, sur la façon dont c'est peut-être une mauvaise utilisation de toute cette automatisation qu'on voit. Est-ce que tu peux nous en parler si tu veux. Non, en gros, ce qu'il faut faire en sorte, c'est que déjà, faut pas penser que le collaborateur aura toujours le même rôle qu'aujourd'hui. C'est ça qui est important. Et les conseillers bancaires n'ont pas forcément évolué au même rythme. Aujourd'hui, ce que je te dis, c'est que si je fais un prêt, si je fais des choses, assez peu souvent, je parle à un humain. Donc, ils peuvent apporter d'autres choses, mais assez peu souvent, parce qu'on peut le faire avec des outils. La clé pour les cabinets, c'est de réussir à aller offrir des nouveaux services et rester le conseiller de confiance. Je pense que le conseiller bancaire, il est dans une position totalement différente que le collaborateur, parce que le collaborateur, c'est vraiment le généraliste, le médecin d'entreprise et vraiment la personne qui écoute, des fois le psychologue du chef d'entreprise. C'est vraiment clé de rester dans cette posture et donc de continuer à faire des formations sur le sujet. D'accord, c'est un peu un contre-exemple en fait. Si on ne réfléchit pas en amont, qu'on ne réfléchit pas à sa stratégie, qu'on ne forme pas ses collaborateurs, le risque c'est de dépersonnaliser complètement la relation. Et du coup de perdre la relation. Ok, d'accord. On a parlé de contrôle de données, juste un petit aparté sur le poste le métier de data controller. On rigole parce qu'on en a parlé un petit peu en amont. C'est un terme qu'on entend beaucoup, data controller, et il y avait un mini débat là dans la préparation de l'émission. Boris, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur ce poste? Pour repositionner le sujet, dès qu'on parle d'automatisation, on dit toujours, vous inquiétez pas, si vous faites de la saisie aujourd'hui, vous pourrez faire data controller l'année prochaine ou dans 5 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le data controller, il y avait une promesse, etc., et toute la partie données, et finalement aujourd'hui, on se retrouve
où on met des collaborateurs débutants, on leur dit tu es data controller, et en fait c'est un peu de la cosmétique, et je trouve que on a dévoyé en fait le terme, et on a des personnes qui font du vidéocodage en fait. On les met vérifier les factures et puis que ce soit comptabilisé, etc. Alors que avec les automatisations de flux, avec l'analyse des données, on peut avoir des personnes qui viennent contrôler les données parce que notre métier il se déplace. Avant on faisait de la saisie, 80% du temps je faisais la saisie, je saisissais mes achats, j'ai ma pile d'achat, ma pile de vente, ma pile de banque, et derrière je fais un peu de lettrage, contrôle, 80% de saisie, 20% de contrôle. Peut-être pas les bonnes proportions, mais grosso modo, c'est comme ça. Avec l'automatisation, j'ai 20% de saisie de vérification et 80% de contrôle. Ok, mais du coup, le data controller, il est capable d'exploiter les données, il est capable d'avoir du recul par rapport à ça, donc ça ne peut pas être un collaborateur débutant. Et quand on voit où finalement aujourd'hui le poste de data controller, c'est la porte d'entrée du cabinet, ben, c'est pas le bon terme en fait. D'accord. C'est pas le bon terme. Et je trouve que du coup, on a remis un truc un peu à la mode. Parce que assistant comptable, ça ne devait pas être assez fun, et on se trompe en fait. Donc voilà. Tu ne contestes pas le poste de data controller, tu dis juste qu'on ne met pas derrière ce Ouais, que je conteste la bonne plutôt ce qu'on en a chose. fait en fait. Je Si trouve on que publie une c'est. annonce data controller et que le type se retrouve à encoder des factures, il ne faut pas s'étonner s'il y a un turnover de folie dans les cabinets, parce que c'est sûr que ça ne va pas. Mais c'est En ça. revanche, en fait. le poste de data controller, c'est là où on était Faut arrêter de un peu vendre. d'accord. Il y a un vrai besoin, parce qu'en fait, aujourd'hui, de plus en plus, on passe au pilotage de flux dans les cabinets comptables. Il faut optimiser ça, il faut analyser les missions, regarder tout ce qu'on peut faire pour améliorer justement l'apport de la donnée de qualité en temps réel au maximum au cabinet, sa transformation. Pratiquement limiter le contrôle, parce que si c'est bien fait en amont, si tout le processus est bon, on a moins à contrôler en sortie, parce que ça aurait été bien fait du premier coup, donc on a moins de travail de contrôle à faire derrière, et on peut restituer donc plus rapidement avec une valeur ajoutée. Et ça, ce job-là, et c'est un job qui ne se finit jamais, parce qu'on peut toujours améliorer, on peut toujours reprendre les données, on peut toujours trouver des améliorations possibles. Donc ça, pour moi, c'est un vrai job. Par contre, ce n'est pas du tout un job de gars qui n'a jamais travaillé dessus. Ça demande et qui vient une de l'extérieur. certaine maturité, une certaine Bien sûr, expérience. au contraire. Une Et une maîtrise technicité. des outils, etc. Il faut dire, enfin, un data controller qui ne sait pas ce que c'est que la notion d'IBIX, qui ne sait pas ce que c'est qu'un CFOMB, on est à côté des compétences en fait. Le CFOMB, c'est le format bancaire en fait. Donc, si jamais je vais à un moment donné automatiser mes flux, il faut que je connaisse tous ces termes techniques liés aux flux bancaires, etc. Donc data controller, ça existe, mais il y a un vrai Ça existe, métier, mais aujourd'hui- un vrai plan de formation. c'est un vrai Mais boulot. C'est un référent digital ou c'est un directeur Voilà, c'est ça. Tu IT peux qui en avoir va. plusieurs, si tu veux, mais moi, je trouve que pour un plusieurs, groupe de ouais. collab, tu peux en avoir et c'est pas forcément effectivement un poste qui est par contre un poste en relation directe avec la clientèle. C'est-à-dire que ça peut être un poste Non, éventuellement c'est un qui poste reste un technique. poste un peu technique interne, Totalement. et donc qui peut mieux correspondre à certains profils que d'autres. Là, sur des collaborateurs. Donc là, ce qu'on dresse comme trajectoire un peu sur les compétences, c'est des métiers de ce type-là pour ceux qui vont rester peut-être plus sur la technique et sans que ça soit du tout péjoratif, c'est ce que tu disais. Ouais, mais Bon, c'est pas d'accord. péjoratif. Ah, mais Il faut qu'ils aient une grosse appétence au numérique aussi. Ouais, c'est Voilà, ça, hein. quand ça peut être en numérique. Mais c'est surtout pas péjoratif. En fait. Voilà, Enfin, c'est vraiment des compétences différentes. Quoi. En fait, y a pas À de... côté de ça, des personnes qui vont faire de l'accompagnement parce qu'ils sont plus proches des clients. On a parlé des nouvelles missions, durabilité, donc c'est aussi de nouveaux profils. Pascal, on avait parlé aussi de spécialisation. Tu parlais, toi, de l'importance Ouais. de la spécialisation. Alors, moi, je pense que je suis évidemment complètement d'accord avec ce qui a été dit, et je pense que vous serez aussi complètement d'accord, ça a juste été peut-être omis ou dit trop rapidement, c'est qu'avant de faire ce rendez-vous avec le collaborateur, entre l'expert comptable et pour lui dire qu'est-ce que tu choisis, comment tu te projettes, etc., il se projette justement dans le projet du cabinet. Totalement. Et ce qu'il faut faire, la première chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est dire comment je me projette, moi, expert comptable, quel est le métier de mon cabinet demain. Vous savez, j'ai arrêté de compter au bout de 2500 portes de cabinet poussées, moi, d'accord, hein, donc voilà, j'ai arrêté de compter, je dois être à plus de 3000. Donc je pense que, et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, dans tous les cabinets de France, encore aujourd'hui, le métier qui est pratiqué, c'est un peu le même. C'est un peu le même, les mêmes types de clients et le même type de métier. Beaucoup de réponses à l'obligation légale, quand même encore, énormément, c'est la majorité du job. Bon, donc les cabinets font le même job. Avec ce qui va se passer demain, eh bien, en fait, les gros cabinets vont pouvoir se sectoriser, vont pouvoir être présents sur plein de métiers différents. Ils ont déjà commencé. Hein. Ils ont déjà commencé, bien sûr, mais les plus petits, ils vont devoir se spécialiser pratiquement. Et donc, les cabinets ne vont plus faire le même job. Il y aura une partie commune, parce que l'élaboration des données, le tampon, etc., oui, bien sûr. Mais derrière le job, ce ne sera plus forcément le même, plus forcément auprès des mêmes clients, peut-être sur des niches.
etc. Donc là, vraiment, il y a quelque chose une question fondamentale qui a à se poser, qu'est-ce que je veux faire demain? Avant de commencer Et quoi après, que on ce peut y soit, il faut repenser la stratégie. Qu'est-ce que je veux faire pour mon cabinet? Comment je veux le faire évoluer? Il y en a qui vont partir sur le full service, il y en a qui vont partir sur la durabilité, mais on ne va pas tous partir sur la durabilité. On ne va pas tous être sur ce terrain-là. Celui-là, à mon avis, va plus ou moins être imposé avec les CAC, etc. C'est ce que Attention, j'allais dire. On aura un celui-là, peu... On va tous y passer, celui-là. On va y passer, mais je veux dire, on sera plus ou moins avancé sur ce Bien sûr, terrain-là. bien sûr. On va avoir des données à remonter, on le sait tous, tout le monde, puisque tout le monde va être concerné. On va avoir des données à remonter sur des entreprises plus importantes, mais où on va vraiment sur ça, sur de l'accompagnement, à mettre en place une démarche RSE de nos clients et les accompagner dans cette démarche, où on est juste là pour remonter des données extra-financières. Je veux dire, voilà, donc il y aura deux choses. Donc il faut vraiment, avant de commencer quoi que ce soit, c'est se projeter, ce que tu dis, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller, où je veux amener mon cabinet dans 5 ans, dans 10 ans, avec ces nouvelles technologies, comment je veux faire. Pour ça, il faut sortir la tête de nos missions traditionnelles, relever la tête, regarder au loin et se poser les bonnes questions, ou tout simplement se poser des questions. Dire bonne ou mauvaise, mais il faut se poser des questions. Et c'est ça que l'Ordre essaye de faire en disant, en mettant en place donc, cet outil de GPEC, en mettant en place les formations qu'on est en train de mettre en place, c'est pour les obliger un petit peu à lever la tête, à réfléchir. Et tant qu'on n'aura pas défini une stratégie dans nos cabinets, ça ne sert à rien de se former, d'envoyer nos collaborateurs. Parce que se former pour se former, parce qu'aujourd'hui, bon, on se forme, moi, ils font 2 jours, c'est sur la fiscalité, le social, enfin, les missions traditionnelles. Mais là, il va falloir faire des formations de fond sur d'autres, en dehors des missions traditionnelles. Et on n'aura pas le choix. Je crois que c'est 90% des formations de la profession. Ah bah oui, on forme ce dont on a besoin tous les jours, De la forcément. oui. Parce qu'on n'a pas de temps pour faire le reste. Si je peux quand même, enfin, je pense que je me mets à la place de l'expert comptable qui nous regarde, mais du coup, on commence par où? Pour moi, c'est possible de faire différentes choses en même temps. Réfléchir à sa stratégie et se former en tant qu'expert comptable, et quand même proposer à des collaborateurs d'aller en formation, parce que, en vrai, tous les cabinets ne vont pas faire des choses différentes. Il y aura quand même plus de besoin de savoir faire de la relation client. Et en envoyant certains collaborateurs en formation, ça va ouvrir l'horizon de tout le monde et on va pouvoir réfléchir à un projet de cabinet. Et donc, pour moi, on n'est pas obligé d'avoir finalisé toute sa stratégie de cabinet avant d'envoyer en formation. Il faut quand même commencer à réfléchir à sa stratégie réfléchir avant de commencer les formations. Il y a certaines formations pour les collaborateurs qu'on peut commencer maintenant. Oui, mais on les a déjà développées. Non, mais on va juste écouter Pascal en 1 minute, après on va bientôt clôturer. Ça va être de nouvelles missions. Ces nouvelles missions, aujourd'hui, elles ne sont pas proposées. Non. Et je vois, nous, on a mis en place, en fait, on a repensé une gestion interne aujourd'hui pour le cabinet comptable, et on l'a accouplé directement à une CRM. Et on s'aperçoit pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, en fait, la commercialité, en fait, hein, tout ce travail-là, vous parlez du management qui n'était pas forcément enseigné aux experts comptables, mais la manière de présenter une offre, de la porter auprès de ses clients, parce que ce sont des offres nouvelles, tout ça, et vous ne leur vendez pas ce type de service. Ça aussi, ça va être une révolution. Hein. Il va falloir être capable de créer ces offres et de les proposer. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi auquel il faut penser. Quelles offres, à quel prix, comment? On prend le full service. Effectivement, il faut essayer de le proposer à un prix attractif. N'empêche que, logiquement, c'est un coef 2, voire 3 par rapport au prix d'une mission traditionnelle. Et en fait, ça passe tout seul si on l'explique, si on le présente bien. Et en fait, le client va voir même qu'il fait éventuellement une économie. Ça passe tout seul si ça correspond aux besoins du client. Oui, et si on le sait Si tu présenter. réponds aux besoins du client, ça passe tout seul. Mais il faut y aller, il faut oser. Et ce genre de choses, il faut aussi se former à on ça. n'est pas les meilleurs commerciaux du monde. Hein. Je me là, permets ça, juste c'est cette remarque certain. parce que c'est aussi... On aura peut-être des formations à faire là-dessus. Voilà, j'ai fini. Non, je suis désolé, je suis contraint par le temps. Le débat après sur le vendre des missions, c'est un sujet passionnant, mais je pense qu'il faudra qu'on revienne, Florent, qu'on fasse une autre édition. Je vous donne les chiffres du sondage. Seriez-vous prêt à recruter de nouveaux talents pas issus de la filière? Donc c'est oui à 77%. Là, on ne l'a pas évoqué parce qu'on a évoqué différentes choses, mais effectivement, une fois qu'on crée des nouveaux profils, on peut se permettre d'aller chercher d'autres profils que le DCG, DSCG. Ça peut être une solution. Si je résume là ce qu'on s'est dit sur ce dernier axe, on a parlé dans les tendances 2024 sur les parties RH. Donc on a parlé de spécialisation, du fait qu'il y aurait de la place pour l'un ou pour l'autre, de l'importance de réfléchir à sa stratégie et de l'importance aussi d'investir dans la formation et la stratégie de spécialisation. Enfin, ce que tu as dit aussi sur le fait que la tendance, c'est que les cabinets ne fassent pas tous le même métier à l'avenir. Pas que. Pas que. Bien sûr. Et justement, parce qu'on a parlé beaucoup de la gestion des compétences des collaborateurs dans Profession comptable 2030, mais il y a aussi un module stratégie du cabinet en fait. Okay. Donc pendant qu'on demande aux collaborateurs de le faire, on peut peut-être nous aussi le faire sur le cabinet. Donc chacun a quelque chose à faire. C'est ça. Collaborateur ou expert Tout à comptable. fait. Ouais. Très bien.
Écoutez, là, il nous reste vraiment 2 minutes. Donc, peut-être simplement, on refait un tour d'horizon si on doit un peu synthétiser ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Moi, ce que je retiens, c'est que sur tous les axes, il y a quand même l'importance d'avoir une vision, une stratégie. Parce que ce soit pour la facture électronique, l'IA, la data ou les ressources humaines, si on ne sait pas où on va, ça va être compliqué d'avancer. Ce que j'ai noté sur le premier chantier, facture électronique, pas besoin d'attendre la réforme pour commencer à faire des choses. J'espère qu'on a été très opérationnel, très concret là-dessus, mais on a des étapes clés pour démarrer. Florent, tu nous as expliqué que l'automatisation, on peut déjà faire beaucoup de choses sans attendre 2026. Sur la partie IA, donc entre le bien et le mal, je suis désolé, je ne retiens pas les noms des Marvel, mais il y avait les deux, Jarvis et Ultron. Là, ce que je retiens aussi, c'est que le principal, c'est une menace pour ceux qui ne vont pas se l'approprier. Et on a pu voir aussi ce que fait l'ordre sur ce sujet. Et rapidement, on a parlé des limites, ce qui a été évoqué. Et dernier point sur les compétences. On vient d'en parler, donc je ne vais pas revenir longuement dessus, mais tout ça est très très lié en fait. Donc j'espère que ça vous a permis à tout un chacun de vous faire une idée un peu plus claire, de décrypter ces grandes tendances. Là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'est passé très vite, moi, de mon point de vue. Je ne sais pas pour vous. Oui, c'est vrai. Ouais. Merci à tous. Merci, Cécile. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous tous. À refaire. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup, Florent. Merci beaucoup et merci d'être venu. Merci d'avoir regardé. On espère que vous avez appris des choses. Et surtout que, une chose importante, c'est de prenez une action. Oui. Soit aller sûrement, je pense, d'aller sur Profession Comptable 2030. Mais une action à faire après cette émission. Merci beaucoup, Boris. Merci, et c'est en effet passé très vite, il y avait plein de sujets, donc merci à tous. Et merci, Pascal. Merci à vous. J'espère qu'on n'a pas été trop long, parce qu'il commence à être 19h, j'imagine, mais on est pile poil dans les délais. Et je vais pouvoir me venger sur les sucreries, donc c'est parfait. Parfait. Écoutez, merci à tous et à bientôt pour une prochaine édition.